Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous avez passé une belle nuit, bien réveillée aujourd'hui, j'espère. Très bien. Super D'accord. bien. En pleine forme. Ok, moi aussi j'ai la pleine forme par la grâce de Dieu. Coach Justino Vieira, On a mangé. il y a 1000 jours. Oui, je ne veux pas dire 1000 ans. L'essentiel, c'est le plaisir avec lequel je retrouve ce plateau qui m'a manqué par ailleurs. Ah, Et mais vu l'innovation qui m'accueille, il y a de quoi féliciter toute l'équipe, en l'occurrence le directeur général, monsieur ah, oui, commencez par lui. Oui. Napoléon Maforican. C'est son idée, enfin, c'est son initiative et bon, on l'a accompagné comme de bons collaborateurs. L'impact est là, la preuve que j'ai beaucoup aimé. Ah ben merci. On va essayer d'innover davantage. Monsieur Adjele, bonjour. Première présence, je crois. Oui, Voilà, merci de nous rejoindre. Je vous en Rejoindre prie. l'équipe. je vous en prie. Voilà, j'espère que vous allez bien. Oui, ça va, je Vous rends êtes grâce à Dieu. enseignant de lettres et également prophète. Oui. D'accord. C'est quoi la différence entre prophète et un pasteur? Oh, c'est juste une petite différence de toute façon. Ce sont tous des hommes de Dieu. Oui. Seulement que le pasteur a pour vocation de conduire le troupeau, Mhm. de, comment dire, nourrir les brebis, etc. Oui. Mais le prophète, il est la bouche de Dieu en quelque sorte parce qu'il a la capacité de donner les messages qui viennent de la part de Dieu. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui imaginent des choses et qui inventent, mais ce n'est pas le cas parce que ce qui vient de Dieu, forcément, ça s'accomplit. Donc la différence, c'est que le prophète, lui, se fait plus bouche de Dieu que toute autre chose. En termes clairs, en fait, Dieu parle par vous, c'est ça? Ça arrive de manière Non, très je claire. pose la question. Oui, c'est le cas. Pourquoi vous y va être tout de suite un vice? Je pose la question. Monsieur Adjele, je pose juste la question pour savoir. Oui, mais oui, c'est ça. C'est cela. Dieu ne peut pas parler par le pasteur? Il peut parler par le pasteur, mais celui qui est prophète, lui, il a un don spécifique. Le charisme, en fait. Oh oui, c'est ça. Et là, le prophète, lui, il a le charisme, Bien le sûr. don de... On parle du don de prophétie, Bien c'est ça, sûr, le oui, don de c'est prophétie. cela. D'accord, oui. Mm. J'en connais pas rien, mais je connais un tout petit peu. Un tout petit peu. Allez, Nadège, c'est juste pour vous taquiner. Hein. Bonjour, Nadège. Bonjour Angèle. Ça va? Ça va bien. D'accord. Allez, le mot du jour. Déjà, on va rappeler le thème à nos téléspectateurs. Comment construire son plan de carrière? C'est un thème vaste, plus vaste que ce plateau. Le coach va nous le dire tout à l'heure. Voilà le thème du jour. Nadège, le mot qui en découle, plan de carrière ou carrière simplement? Carrière simplement. D'accord, on vous Carrière écoute. qui est un mot féminin. En français, on dit donner carrière à, donner libre cours à. Le littéraire le définit comme voie où l'on s'engage. En matière professionnelle, on parle de profession à laquelle on le consacre et comportant des étapes, les carrières de l'enseignement par exemple. Profession à laquelle on se consacre. consacre. Voilà, on se Et- consacre. Et Et- comportant Des des étapes. étapes. D'accord. En France, par exemple, on a les carrières de l'enseignement. Donc, Le, le synonyme le est- synonyme qui en découle est fonction ou métier. Synonyme. Synonyme, c'est le mot qui veut dire la même chose. Hein. Oui. C'est ça. Quand on dit fonction et carrière, j'ai comme l'impression que c'est pas la même chose. Bon, c'est vous le coach, dites tout. Justine Veillera. Bon, on peut se permettre, vous savez, l'interprétation va dans tous les sens, seulement qu'il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel dont je parle, c'est simplement commencer par dire que, comme Madame Nadège l'a assez brillamment relayé, carrière, il faut comprendre deux choses. Première chose, une voie. La voie, une voie sur laquelle on s'engage. Deuxième chose, les petits carrefours. En termes techniques, on peut parler des objectifs qu'on souhaiterait atteindre à court, moyen et long terme sur cette voie. Mais avant tout, cette voie n'est rien d'autre que l'expression d'une passion, l'expression d'une utilité, l'expression d'une profession. Ce qui amène à rendre carré un peu la carrière, en tout cas dans notre contexte actuel sur ce plateau, Oui. pour dire que la carrière relève d'une vie professionnelle. D'accord. Maintenant, quand on parle de plan de carrière cette fois-ci, de quoi parle-t-on? Le plan de carrière, c'est lorsque je définis une période. Je peux dire 5 ans, je peux dire 10 ans, je peux dire 20 ans, je peux dire 30 ans. Dans la fonction publique, le fonctionnariat, c'est sur 30 ans, en tout cas, généralement. Même s'il y a des cas spécifiques de retraite anticipée, des retraites liées à l'âge, bref, mais c'est 30 ans. Sur cette durée, durant les 30 ans, qu'est-ce que je compte faire? Qui parle de plan, parle de durée, parle d'objectifs à atteindre.
Donc, de façon crescendo, je ne pense pas, dans ma première année, qu'est-ce que je compte faire, deuxième année, troisième année, crescendo jusqu'à ébaucher mes 30 ans. Si je reste dans l'exemple du fonctionnaire qui a 30 ans. Mais, soulignons que vous pouvez vous engager dans une carrière. Je prends le cas des professions libérales. Vous prenez un avocat, formellement, il n'y a pas de retraite. Puisque c'est une profession libérale, c'est l'avocat même qui, à un moment donné, se met une pause, se donne une retraite. Et c'est subjectif à lui de définir sa carrière, à commencer par la durée. Lorsque nous parlons de la carrière, on peut également évoquer les 4 étapes phares qui permettent de structurer la carrière pour répondre au plan. Parce que le plan, je l'ai dit, c'est dans la durée. La durée commence par l'apprentissage. D'abord, l'identification, l'apprentissage, vous apprenez, vous maîtrisez, vous êtes dans la maintenance et après, vous prenez la retraite. Donc, c'est ça qui regroupe un peu le plan. Oui, monsieur Adjili, plan de carrière. Comme le coach l'a dit, un plan de carrière, c'est tout un ensemble de lignes qu'il faut suivre. C'est une voie qu'il faut tracer. Déjà, il faut se fixer des objectifs et atteindre les objectifs. Donc, lorsque nous parlons de plan de carrière, c'est un ensemble de, je dirais, étapes qu'il faut suivre dans le fonctionnement de ce que l'on entend faire. Lorsque nous parlons d'une carrière, c'est, je dirais, il y a des carrières à court, à moyen et à long terme. Et lorsque nous sommes dans l'expression carrière, ce n'est pas qu'une fonction, c'est alors tout un ensemble, c'est alors un exercice qui se fait sur une très longue durée. Et si on veut travailler dans la durée, il faudrait bien fonctionner sur un plan spécifique et pouvoir suivre le plan avec une certaine rigueur. Donc lorsque nous parlons de plan de carrière, cela revient à dire que cela, c'est un ensemble d'étapes qu'il faut suivre pour atteindre un objectif final qui est, un satisfecit après le travail qu'on fournit. D'accord. Alors, M. Vira, M. Adjili le disait, on peut faire des plans de court, long, moyen terme. Cela dépend des objectifs, c'est cela? Cela dépend des objectifs. Il y a dit quelque chose que nous devons sur laquelle j'aimerais bien revenir pour permettre à nos téléspectateurs de mieux nous suivre. C'est un ensemble d'étapes qu'on décide de suivre. Mais avant de suivre, il faudrait qu'on les définisse. Oui. La définition de ces étapes peut être liée à soi, comme ça peut être un peu comme une clause d'adhésion. Ça peut être déjà quelque chose qui est tracé. Vous prenez le corps de l'enseignement. Les carrières sont préétablies. Vous prenez le corps de la médecine. Les carrières sont établies. Donc, vous ne venez pas de façon extérieure, ni venir bouleverser, mais venir amener votre règle. Ça voudra dire quoi? Vous allez entendre des gens dire dans sa carrière, il a été jusqu'à l'agrégation. Il a été jusqu'à être titulaire avant de se finir. Suivez juste mon regard. Nous avons du plaisir à citer un doyen de notre pays pour dire qu'il est le premier titulaire en droit public au Bénin. C'est que dans sa carrière, avant qu'il n'aille à la retraite, voilà un peu là où il a mis là-bas le trophée qu'il a pu détrôner avant d'aller à la retraite. Donc, mais tout le monde n'aura pas cette ambition. Quelqu'un dira, moi, je veux juste être enseignant de cours primaire. Objectif à court terme. Quelqu'un dira, moi, je veux gravir les échelons jusqu'à être directeur, mais je ne veux pas me contenter d'une simple fonction d'instituteur. Quelqu'un d'autre dira, moi, je vais aller jusqu'à être directeur départemental. L'autre dira, je vais être ministre de l'enseignement maternel primaire. Donc, à partir du moment où les motivations, les centres d'intérêt, les objectifs sont spécifiques, si ça s'étale dans le temps, vous êtes dans un objectif d'implémentation à long terme. Mais s'il y a des gens qui vous diront que d'il y a 30 ans qu'ils ont atteint leur objectif parce que l'ambition au départ n'était pas trop grande, ce n'est pas un défaut, nous allons respecter, c'est leur position. Peut-être qu'ils ont envie de faire d'autres choses. Ils ont envie de faire une reconversion, ils sont dans des carrières ou bien un peu, puisqu'on peut associer la carrière à d'autres carrières. Je peux être dans une carrière d'enseignant et simultanément être dans une carrière peut-être de comptable, bien sûr, ou à mes heures perdues. Vous voyez vous faites bien de le préciser, il faudra du temps. Il faudrait du temps, mais cela vient tout de même. Vous avez des gens qui, je prends le doyen Jérôme Carlos, vous avez vu dans le domaine sportif, il a été champion en saut en hauteur. Dans le domaine de l'histoire, il a été professeur d'histoire. Dans le domaine du journalisme, tout ce qu'on lui attribue comme trophée avec beaucoup de mérite, j'en parle et je le lui reconnais. Vous voyez, donc, mais également dans le domaine, il a fait une carrière internationale, il a fait le Sénégal, il a fait Dakar. Donc vous pouvez avoir engagé, vous mettre sur diverses carrières et tout de même parvenir à atteindre des objectifs à court, moyen et long terme.
D'accord. Est-ce que ça dépend du... est-ce qu'il y a un profil type pour une carrière? J'ai du plaisir, j'ai pour habitude de dire, c'est l'homme même qui définit, qui façonne sa personnalité. Et quand il dit personnalité, tout ce qui a comme profil, tout ce qui a comme ambition, il va de soi. Je prends un exemple. Vous prenez, paix à son âme, la légende J.J. Vicky. Oui. Il a été directeur général de la loterie. Mais simultanément, on le connaît à titre une légende de la musique dans notre pays et même dans la sous-région. Ça, au-delà de quoi? Il s'est défini, s'est traité depuis la base. Donc, il n'y a pas un profil type autre que celui que l'on se trace soi-même. C'est vous-même qui définissez vos paramètres. Mais ne cherchons pas loin, je prends mon propre cas. Oui. J'ai fait le domaine des finances. J'y Ah, suis vous êtes encore. un financier? Oui, par ailleurs. Vous avez laissé ça. Non, j'ai pas laissé. Ah bon? Ah non, Vous dites que vous êtes coach et puis pas du tout. communicant en entrepreneuriat. La preuve est que je dois faire avant la fin de la semaine des déclarations pour le compte des entreprises, des déclarations fiscales. Donc je suis toujours pratiquant. Mais l'exemple que je lui ai donné, c'est dit que je fais carrière dans le domaine des finances, je fais carrière dans le domaine du coaching. J'ai décidé de concilier les deux. Mais pourtant, ça ne me pèse pas pour autant parce que je me le suis défini comme objectif. Dans le même temps, j'ai des confrères, des collègues qui se contentent uniquement du coaching et lorsqu'ils parviennent à me dire mais comment tu fais pour concilier les deux? Ça demande un peu plus d'énergie, mais c'est le profil que je me suis défini et je m'emploie chaque jour à ne pas faillir dans l'un des deux. Donc à assurer l'équilibre simultané. Oui, monsieur Adjele, je demandais s'il y avait un profil type de carrière. C'est d'abord un nom, un nom. Mais ça dépend de la personnalité. Voilà. Je demande si c'est la même chose avec vous comme opinion. Plus ou moins. Parce que je dirais d'abord que on est plus épanoui dans un travail qu'on aime faire. Donc le choix de carrière est très important. Et pour le choix de carrière, je pense qu'il faut d'abord s'évaluer. Il faut d'abord se regarder et regarder le domaine dans lequel on se sent mieux. C'est pour cela que la question devient un peu plus délicate. Il ne faut pas rentrer dans un contexte où nous nous retrouvons avec des personnes qui, la plupart du temps, sautent sur ce qu'ils trouvent parce que, bien évidemment, il faut le reconnaître, le monde du travail est très compliqué. Donc on s'adapte à tout et on fait tout. C'est vrai qu'il faut se donner des compétences. C'est vrai qu'il y a des personnes qui sont passe-partout, en griffe, qui peuvent faire un certain nombre de choses, qui peuvent s'adapter. Mais au-delà, lorsque nous parlons de carrière, je pense que c'est un choix qui est beaucoup plus judicieux. Donc pour choisir sa carrière, il faut d'abord s'évaluer. Il faut voir ses compétences, il faut voir le domaine dans lequel on est plus épanoui. Et là, ça permet d'avoir une carrière beaucoup plus assise. Lorsque je travaille par passion, c'est différent que quand je travaille pour gagner simplement de l'argent. Lorsque je viens pour travailler, pour gagner de l'argent, je réponds à mes obligations vis-à-vis de mon employeur et là, j'ai un salaire. Je ne suis pourtant pas aussi passionné que cela. Par contre, vous allez demander à un musicien de venir jouer quelque part, il sera beaucoup plus à l'aise, qu'il ait de la rémunération financière ou pas, il est content. Et puis, il est fier de faire ce travail. Donc, je pense que pour une carrière réussie déjà, il faudrait faire un choix judicieux. Il faut connaître ses compétences. Il faut savoir ses véritables motivations. Et il faut se dire, voici ce que je veux. Et quel que soit alpha, je me sens mieux dans ce domaine. C'est comme si vous invitez quelqu'un qui aime les arts dans un musée pour travailler. Il sera passionné parce qu'en contact des tableaux, il sera très, très content. Très inspiré, oui. Alors, vous appelez un médecin, vous lui demandez de venir faire le même travail, il vous dira, mais non, lui ne trouve pas les veines, il ne trouve pas ce qu'il veut, donc il ne sera pas épanoui. Je pense que pour une carrière réussie, il faut un minimum de passion, un minimum d'amour pour ce métier, et là, on s'y sent mieux. L'épanouissement, donc, est un critère primordial pour le développement, disons, pour la réussite de sa carrière. Donc, je pense que avant de s'engager dans une carrière, il faudrait faire un travail préalable, s'auto-analyser, analyser ses compétences, savoir le domaine dans lequel on excelle, savoir s'adapter aussi et pouvoir évoluer dans le domaine. Ça fait que il faut prévoir aussi, il y a des impondérables dans tout secteur. Lorsque nous travaillons dans un métier quelconque, il y a des impondérables, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas. Donc, lorsque ces difficultés arrivent, c'est la passion alors qui dicte ce qu'il faut faire. Ce n'est plus ce qu'on a appris de manière théorique, mais ça dépend plutôt de ce que l'on conçoit et de comment l'on veut évoluer dans sa carrière. D'accord. Mais est-ce que c'est dans toutes les professions qu'il y a la carrière? Je ne sais pas si vous percevez ma question, coach. Oui. Vous savez, il y a des professions dans lesquelles les carrières sont bien établies. Les carrières sont bien établies. Vous prenez quelqu'un qui veut être maître, qui est un enseignant
à l'université. Il a d'abord le DEA, il a d'abord le doctorat, après il est assistant à l'IMR de conférence, titulaire, ainsi de suite. L'agrégation, Oui, dans la fonction je ne saurais publique, dire c'est l'ordre. bien fait, mais dans le privé, Et même quand vous c'est... êtes dans des entreprises, il y a des entreprises qui ont établi le plan de carrière à l'interne. Vous avez des D'accord. entreprises qui disent quand tu ne fais pas 2 ans au même poste. Il y a de ces entreprises. Vous ne faites pas 2 ans. Quand vous faites 2 ans à un poste et vous êtes performant, on monte, on vous change de poste, mais c'est une promotion, toujours est-il. D'accord. Donc, il y a un plan de carrière que l'entreprise a établi Propose. pour amener l'employé d'abord à rendre le meilleur de lui-même, à l'encourager et à lui permettre d'apprendre. Parce que ce n'est pas par son travail qu'on doit tomber dans le désapprentissage. Je donne un autre cas. Vous voyez certaines forces de l'ordre, notamment des policiers, Oui. qui chantent souvent. Oui, il y en a qui chantent. Il y en a des policiers qui chantent, Les groupes. qui sont simultanément dans 2 carrières. Je crois qu'on dit, une fois qu'ils ont commencé, ils sont dans une carrière d'artiste, musicien, ils sont dans la carrière de policier. C'est un des exemples que je prends parmi tant d'autres. Dans la carrière de policier, l'ordre est établi. Oui. On connaît les étapes. Les grades, oui. Les grades. Donc, c'est bien un plan de carrière que l'administration a prévu. bien sûr. Vous ne pouvez pas venir et imposer votre rêve. Vous restez dans le champ idéal établi, mais dans le schéma tracé et vous avancez. Par contre, à l'opposé, dans sa carrière de musicien, il peut définir lui-même son plan de carrière. Je fais juste ça, juste pour m'amuser, juste pour me distraire. Je n'ai pas pour ambition d'en faire une grande chose. Vous allez voir des gens, ils font juste un morceau, ils s'arrêtent. On dit, mais pourquoi tu ne reviens plus chanter? Il dit, moi j'ai accompli mon rêve. J'ai toujours dit depuis mon enfance que je vais chanter. Et une fois que j'ai chanté, c'est fini. donc, il y a des cas dans lesquels les profils sont, le plan de carrière est préétabli. Et quand vous vous engagez sur des carrières comme ça, sur des métiers comme ça, vous ne pouvez que suivre ce qui est établi. À l'opposé d'un plan de carrière que vous êtes obligé de vous définir vous-même, notamment dans les professions libérales. Celui qui a sa clinique, il peut dire au départ, il est spécialisé dans l'ophtalmologie. Oui. Après, il fait l'effort, il dit, je vais me spécialiser, je vais également créer un département chirurgie, un département pédiatrie. Ça veut dire qu'il établit d'abord pour lui-même un plan de carrière pour avoir une réputation globale, une compétence un peu transversale. Parce qu'on dira dans sa clinique, il fait. On y voit toutes les spécialités. Oui, ça veut dire quoi? Lorsqu'un employé vient dans son entreprise, il peut se dire, je vais faire 2 ans, session ophtalmologie, et à mes heures perdues, ou bien si mon patron me m'autorise, je peux aller faire parfois quelques temps au niveau de la pédiatrie pour connaître un peu les b.a.-ba. Donc, voilà des éléments qui peuvent motiver un employé ou bien un individu dans son choix. D'accord. Nous n'allons pas dire tout ceci sans revenir sur les étapes. Oui, les étapes, rassurez-vous, on va y revenir. Le temps pour Nadège de poser sa question. On va venir sur les étapes là tout après sa question. Ma question c'est, peut-on parler de carrière sans préalable sur une formation? Voilà la question qui me lance inévitablement sur, Sur les étapes. D'accord. Oui, lancez. Merci, Madame Nadège. Va suivre. Vous venez de me faire, de faire le terreau pour dérouler le tapis des étapes. La première, dans la construction du plan de carrière, la première étape, c'est d'abord l'identification. Dans quel domaine je vais m'engager? Nous parlerons de l'incompétence inconsciente. Je suis là de façon naïve, de façon innocente dans le monde, j'observe tout. À un moment donné, soit je sens un besoin, une motivation personnelle de m'engager sur un chemin, ou cette motivation peut être provoquée. Ça peut être provoqué parce que j'ai vu mon père faire ça toute sa vie. On dira celui qui a grandi à côté d'un frigoriste a un peu des tics, a au moins les b.a.-ba, même s'il n'a jamais fait formellement la formation. Et comme il a déjà des prérequis, des prédispositions de base, il s'est dit, mais comme j'ai vu mon père faire tout ça tout le temps, je donne un exemple, vous prenez, je le dis avec beaucoup de respect, la famille Routondi. On dit que c'est la famille réputée dans la forge, parce que depuis des années, les ancêtres ont fait ça, la descendance, si bien que toute la lignée a suivi. Donc, ça peut être une passion naturelle ou une motivation provoquée. Donc, première chose, l'identification où vous êtes dans l'étape de l'incompétence inconsciente, l'état de naïveté, l'état d'innocence. Deuxième étape, lorsque je parviens à identifier mon domaine naturel ou provoqué, bien entendu, je vais aller me faire former.
Et c'est là où vous avez la réponse à votre question. Je vais me faire former. La formation, c'est juste ramener à des normes sociales d'acceptation ce que j'ai comme passion ou ce que j'ai comme prédisposition. Un chemin dans lequel je vais m'engager. Je prends un exemple. Ce n'est pas parce que je chante bien à la maison, on me dit, mais tu as une belle voix, que d'office je suis un artiste. Il faut que j'aille faire des cours de musique. Il faut que je sache les sols, les dos, les gammes, ainsi de suite. Donc, la formation permet de vous professionnaliser. Et on dirait que vous êtes à l'étape de l'incompétence consciente. Parce que je sais que je ne sais pas. Alors que dans le premier cas, je ne sais pas que je ne sais pas. Dans le deuxième cas, je sais que je ne sais pas d'où je vais me faire former. Celui qui pense qu'il est dans la suffisance, qu'il a la compétence, parce qu'il joue bien peut-être dans son quartier, on dit, mais dis donc, tu es un Ronaldo, tu joues comme Messi. Lui, rapidement, il tombe dans la compétence inconsciente, il se dit, je sais déjà, on m'apprécie. Mais il faudra qu'il aille en formation pour apprendre, se perfectionner. Donc, l'étape de l'incompétence consciente. Lorsqu'il a la formation, troisième chose, il faut qu'il ait la maîtrise. La formation n'est que l'information. Information. Yes. Dans la formation n'est que l'information. Lorsqu'il a la formation, on dira que vous soyez dans le cursus académique ou universitaire, après le diplôme, allez en stage. Pratique. Lorsque vous êtes mis dans les métiers artisanaux, quand il est venu le moment de prendre votre diplôme, on dit, vous servez le patron pendant 2 ans pour avoir la main. Mais vous n'êtes plus là dans le statut, vous devez peut-être sous-patron ou bien le chef des apprentis. Mais vous n'êtes plus dans le BABA. Donc vous tombez dans la troisième étape qui est la maîtrise. Ce que nous appelons également la phase de développement de votre carrière, de votre métier. Et là, vous êtes dans la compétence consciente. Parce que vous devez être accroché, vous allez voir dans cette période, on est accroché à ces notions, à ces cours, pour bien faire ce qu'on a appris. Parce qu'on sort fraîchement de l'université. Vous êtes dans une entreprise, celui qui vient fraîchement de l'université, vous allez voir, quand il va vous parler, il va citer des théories, il va citer des auteurs, parce qu'il vient fraîchement de l'université. Donc, la connaissance est fraîche, et chaque fois, il a comme repère ses cours. Mais quand il fait ça pendant 5 ans, vous allez voir qu'il va ranger ses cahiers. Il est quatrième étape, il a la main, et il est maintenant dans la routine, ce que nous appelons également l'étape de maintenance. Et là, on parlera de la compétence inconsciente. Tout coule. Tout vient. Il n'a pas besoin des cours, il n'a pas besoin de se ressourcer. Bon, il est vrai, dans la vie, il faut toujours apprendre. Mais ce que je veux dire pour me faire comprendre de la part des téléspectateurs, c'est que quand vous êtes à la phase de la compétence inconsciente, on voit que vous êtes en griffe un peu un expert. En griffe, vous n'êtes plus à votre début, vous avez fait la formation, vous avez la maîtrise. Donc, on peut mettre sur vous d'autres personnes à former. Donc, vous devenez chef service, vous devenez chef département, ainsi de suite. Donc ça c'est, et vous suivez un peu la pyramide établie et vous grandissez. Donc quatrième étape, l'étape de maintenance ou l'étape de la compétence inconsciente où je n'ai plus besoin de faire recours à mes cours. Mais là c'est peut-être vos propres expériences qui vous guident en réalité. Qui vous guident. Et vous allez voir les gens dire, je suis dans ce métier il y a 15 ans, ne m'apprends rien. Ah, tu es venu après moi, toi tu as fait combien d'années? Encore que, suivez mon regard, il ne faut pas confondre l'expérience et la compétence. Parce que la compétence, c'est ce que tu as retenu de ton expérience. L'expérience, c'est le temps que tu as considéré pour travailler. C'est pour ça qu'on parle de 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Mais on ne dit jamais 2 ans de compétence, on ne dit jamais 3 ans de compétence. Parce que la durée ne saurait être une base formelle sur laquelle on peut s'établir pour juger de la compétence de quelqu'un. Vous verrez des gens qui ont juste fait 2 ans dans un seul domaine, mais ils sont plus compétents que quelqu'un qui a fait 10 ans. C'est pour ça qu'on dit on finit jamais d'apprendre. On ne finit jamais d'apprendre. Il faut être, et pour finir, comme l'être humain, la carrière également finit par mourir. Parce que l'être humain, à un moment donné, se détache, s'épuise, ses facultés le lâchent un tout petit peu. Et à partir du moment, on parlera de la retraite ou du désengagement. D'accord. Merci, coach. Monsieur Adjelé, voilà les étapes. Comment être sûr de les gravir, de les respecter pour être accompli et atteindre cette retraite? C'est d'abord une question de conviction. Il faut être convaincu de ce que l'on veut faire. Et lorsque nous parlons de carrière, c'est qu'il ne faut pas s'amuser avec. Celui qui parle de carrière parle déjà d'un objectif à atteindre. Et lorsque nous parlons d'objectifs à atteindre, il faut se donner les moyens d'atteindre les objectifs. Donc, je dirais, la première chose qu'il faut considérer en ce domaine, c'est la rigueur. Il faut garder les yeux rivés sur l'objectif et s'appliquer une certaine rigueur. Parce que sans cette rigueur, vous ne pouvez pas vous faire former comme cela se doit
et suivre les étapes. Toute formation est difficile. Parce que d'abord, il faut un minimum de sacrifice. Il faut être présent. Il faut suivre les cours. Il faut s'adapter. Encore qu'il faut encore revoir son comportement et pouvoir s'habiller d'une certaine humilité. Parce que celui qui veut apprendre est souvent humble. Donc la plupart du temps, il faut pouvoir casser son être, il faut pouvoir casser sa personnalité, il faut pouvoir s'adapter et suivre la formation. Cela n'est possible que lorsque vous avez désiré faire quelque chose et que vous savez là où vous allez. Bien sûr. Donc avant de l'appliquer, il faut une certaine rigueur au niveau personnel, déjà pour commencer, et au niveau aussi des autres avec qui on collabore. Parce qu'à un moment donné, il y a des divergences, il y a beaucoup de choses qui rentrent. En ligne de compte, il faut faire des choix, donc il faut persévérer d'une certaine manière. Donc, quelqu'un ne peut pas s'engager dans une carrière sans être rigoureux d'abord au niveau de la formation. Et lorsque vous avez la formation, comme je le dis, il faut de l'humilité. Parce que toujours est-il que vous avez beau être major d'une promotion, vous sortez avec les meilleures notes possibles, mais il y a une différence entre la théorie et la pratique. Et la pratique, c'est quelque chose qui s'acquiert sur le terrain. Ça fait que par contre, vous pouvez rencontrer un mécanicien qui n'a pas été à l'école, mais qui est plus performant que vous alors que vous avez fait de mécanique à l'école. Ça paraît un peu paradoxal. C'est là que ça intervient le talent. Bien sûr, c'est de cela que j'allais parler. C'est là où le talent intervient. C'est pour cela qu'au départ, je disais que tout est une question de patience déjà pour commencer. C'est un exemple que je donne comme ça. Moi, j'ai un cousin qui a fait la mécanique. Il a fait la mécanique au lycée technique à Boyko. Puis, à un moment donné, il devait postuler pour un poste au Cameroun. Il est parti et puis on a démonté un moteur qu'on lui a demandé de remonter. Et puis il a passé 4 heures de temps, il n'a pas pu monter le truc. Et pourtant, il était très bon quand il était à l'école. Il avait la connaissance et tout le monde le craignait. Il était craint de tout le monde. Il n'a pas pu remonter cela. On a appelé un petit mécanicien de rue qui l'a fait en un temps record. Ça veut dire que ce qu'on acquiert forcément quand on a la formation n'est pas forcément ce qu'on devient quand il y a la pratique. Bon, comme il a dit dans les étapes, il faut maintenant la maintenance. La maintenance, je pense que absolument. J'ai gardé. C'est ça, la maintenance. Bien sûr. Donc, au niveau de la maintenance, si on doit parler en termes techniques, il faut aussi une ouverture d'esprit. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut faire carrière doit avoir l'esprit ouvert. Il ne faut pas qu'il se cramponne à ce qu'il a appris et qu'il soit un but de lui-même. C'est-à-dire qu'il est trop fier de ce qu'il a appris. J'ai la connaissance, je viens de telle école. Les gens vous diront, j'ai été formé en Europe, ainsi de suite, ils reviendront. Et pourtant, sur place, il y a des personnes qui sont mieux que des personnes qui ont été formées. Attention, je ne dénigre pas les formations qui sont faites dans nos différents centres de formation. Mais je suis un peu de ceux qui pensent que le système de diplôme obtenu n'est pas forcément un système qu'il faut suivre, mais le système de qu'est-ce que tu sais faire avec une pratique véritable est mieux. Donc, il faut absolument de la rigueur, il faut de la conviction et il faut un mental de résistant. Si je parle de mental de résistance, c'est en ce que vous pouvez venir dans une maison, vous avez commencé à faire carrière, au départ on vous dit vous êtes nul. Il y a des personnes qui vont peut-être venir dans cette maison qui sont recrutées. Au départ, on va dire, mais tu ne te retrouves pas, ce que tu fais, ce n'est pas bien, ce n'est pas correct. On va leur faire des reproches la plupart du temps. Pas aux normes. Voilà. Et puis, ces personnes peuvent finir par se dire, voilà, je ne suis pas bon. Je me suis trompé peut-être de domaine. Bon, il faut que j'aille ailleurs, juste parce qu'elles n'ont pas persévéré. Alors qu'après un bout de temps, on se rend compte que ces personnes étaient meilleures que ce qu'elles présentaient. Juste parce qu'elles n'avaient peut-être pas eu l'opportunité de mieux s'exprimer ou parce qu'elles étaient stressées ou autre. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte pour ça. Donc je pense que pour y arriver, il faut ces 3 paramètres-là. La conviction, la rigueur et un mental de résistant. Parce que partout, il y a concurrence. Vous n'allez rencontrer que des experts dans votre domaine. Et ce qui va vous différencier plutôt, c'est ce que vous savez faire au mieux et votre niveau de maîtrise. Absolument. Alors, puisque Coach Vieira doit partir, on va vider les questions pour lui. Je ne sais pas si Nadia, j'en ai encore. Non, jusqu'à présent, pas encore. D'accord. Alors, vous avez parlé de ces différentes étapes-là à suivre. Ces systèmes, on doit forcément les suivre pour pouvoir bâtir ce plan de carrière-là. Bien sûr, vous savez, tout se construit. La croissance, le plan, tout se construit. Vous ne pouvez pas estimer être un expert comptable si vous n'avez pas fait une formation dans le domaine. D'où la compétence inconsciente s'impose. Quand vous finissez votre formation, il faut aller faire le stage, notamment 3 ans de stage dans une entreprise. Et quand vous finissez ça, vous avez votre cabinet, la période de maintenance intervient. Vous faites ça et à un moment donné, vous tombez dans le commissariat au compte pour ne prendre que ces exemples que je maîtrise très bien. Et vous avez maintenant tout un portefeuille d'entreprise. Ça vous doit une certaine réputation. Et à terme, vous devenez un expert comptable de référence. Et bon, je ne vais pas citer certains sur ce plateau. Mais bref, voilà. Mais ce que je voulais dire également, il y a des carrières
il y a une carrière qui chevauche sur une autre carrière. Je vous donne un exemple me concernant par exemple. Aujourd'hui, je suis coach mais écrivain. Mais à la base, je me suis engagé dans la carrière de coach sans m'attendre forcément à devenir écrivain. Mais lorsque vous livrez des connaissances, vous donnez des formations, à un moment donné, c'est votre public qui demande le support de formation. Et vous êtes un peu fatigué chaque fois de traîner des paperasses un peu partout. À un moment donné, vous leur dites, vous les référencez vers un ouvrage. Ce qui fait que, de fait, je suis aujourd'hui écrivain. Je vais sortir un autre ouvrage d'ici quelques semaines qui ne serait... C'est sur le coaching. Toujours sur le coaching. Bon, vous m'amenez à vous souffler. Ça part de l'entrepreneuriat simplement. Je vous amène à rien. Voilà, Là, vous allez passer par les ça part de l'entrepreneuriat. Bref, c'est pour dire, vous rentrez dans une carrière, vous engagez dans une carrière, vous allez voir des gens qui sont rentrés en tant que commercial dans une entreprise de géomètres, mais qui ont commencé par observer leurs collègues techniciens en topographie. Et à partir de là, en les observant, en passant plus de temps avec eux, ils ont une facilité, ils sont aujourd'hui des experts géomètres. Il en est de même pour des notaires. Vous rentrez dans un cabinet de notaire juste en tant que comptable ou bien en tant que formaliste. Mais à force de voir les gens se faire tout le temps, ça vous dit, mais pourquoi ne pas m'essayer à la chose, vu que je suis déjà dans le milieu. De même, vous venez faire un stage ou bien directeur commercial dans une chaîne de télévision. Et un soir comme ça, il n'y a peut-être pas de journaliste, bien tout le monde est occupé. On dit, mais est-ce que vous pouvez essayer la chose, vous faites une présentation et bien on dit, mais dis donc, ça commence. Vous avez ce qu'il faut, vous avez le bagage qu'il faut. Et ça, vous commencez votre carrière comme ça, dans le journalisme, sans vous y attendre forcément. Donc parfois, sur votre chemin de vie, sur votre parcours, il faut avoir un degré d'ouverture pour s'engager sur ces portes qui peuvent s'ouvrir à vous à tout moment. D'accord. Nadège? Ma question, c'est toutes les carrières n'exigent pas nécessairement une formation. Par exemple, une femme au marché parlera-t-elle aussi de carrière? Bien sûr. Les commerçantes. Les commerçantes. Quand vous prenez nos mamans, qu'on appelle communément les aladja, c'est une carrière parce que vous voyez des gens qui... C'est le aladja qui est carrière ou bien... Non, j'ai dit nos mamans commerçantes qu'on appelle communément. On va au marché, va marcher quelque chose, ou bien sous l'immeuble aladja. Vous allez au marché, vous allez voir, va prendre telle chose qui est aladja temps. Bref. C'est l'activité en réalité. C'est l'activité. Et quoi qu'on dise, avec beaucoup de respect pour leur reconnaître ce mérite-là, ce n'est pas ce flair de commerçant, ce flair, cette aptitude dans le domaine commercial, dans le domaine du marketing. Bref, ce que je voulais dire avec insistance, c'est que tout ce que vous faites, vous commencez petit à petit, vous grandissez. Cette dame, nos mères diront qu'elles suivaient peut-être leur maman pour aller au marché quand elles étaient enfants. C'est déjà le champ de la formation. Ou à un moment donné, elles étaient placées aux côtés d'une dame qui ne voyons pas la formation forcément dans une forme présentielle, il faut venir dans une salle, venir dans une classe, avoir un professeur, bien avoir un enseignant. Non, nous formons même dans la rue. Oui, vous savez, la formation sur le tas aussi. Il y a la formation sur le tas. Donc c'est également une carrière. Être commerçant, c'est une carrière. Mais aujourd'hui, cela se professionnalise davantage parce que aujourd'hui, il y a des théories, il y a des stratégies marketing, il y a des écoles de commerce. Et à un moment donné, ces mamans ont tellement compris la chose, si bien que lorsque leurs enfants, hommes, garçons ou filles, veulent s'engager sur le chemin du commerce, elles les envoient dans une école pour se faire former, pour montrer la limite de la formation sur le tas. Quoi qu'on dise, Amadou Ampaté nous disait dans l'un de ses ouvrages, l'école nous permet de lier le bois au bois pour en faire un édifice de bois. Donc l'enseignement, la formation formelle rehausse toujours votre niveau, rehausse toujours votre capacité, votre intelligence, et on voit la touche dans tout ce que vous faites dans la vie. D'accord, c'est bon? Oui, c'est bon. Alors, comment atteindre les objectifs? Puisqu'on a dit que ces étapes-là, si on les établit, c'est pour atteindre forcément un objectif à la fin. Comment atteindre ces objectifs pour que son plan de carrière préétabli soit vraiment réussi? Il faut être sourd, il faut avoir la rage. Vous savez, quand je dis comme ça, lors de mes formations, on dit que j'invite les gens à la révolte. Mais vous savez, seule la rage peut vous permettre de réussir dans la vie. Je me répète, seule la rage. Quand vous n'avez pas la rage de réussir, pas la rage pour détruire, je pèse, prenez mes mots dans son contexte, pas la rage pour détruire, même pour faire mal, même pour rendre des coups, même pour se venger, la rage de réussir. Lorsque vous avez la rage de réussir, vous ne voyez plus les difficultés. Et c'est l'absence des difficultés qui permet de progresser sur le chemin.
Il y a des gens qui ont le fait de vous anticiper sur votre avenir. On voit que si on le laisse dans 20 ans, il sera telle chose. Et ceux-là, peut-être parce que jusque-là, c'est eux qui ont le monopole du marché ou bien le monopole des titres. C'est ceux qu'on appelle docteurs, parce qu'on les appelle le seul titulaire ou bien les seuls doyens de leur domaine. Lorsqu'on voit votre état naturel, votre prédisposition, vos compétences, vos talents, dit, ne laissons pas ce jeune. Je sais de quoi je vous parle. À partir du moment qu'on ne peut pas vous mettre des petites exigences, des bâtons dans les roues, mais il faut avoir de l'effort, avoir de la rage. Quand vous avez la rage, vous ne voyez pas ces petits freins. Au contraire, vous transformez ces petits freins, ces petits bâtons qu'on vous lance, vous en faites une échelle pour grandir, pour franchir les escaliers. Donc, il faut avoir la rage. Deuxième chose, il faut avoir le courage de quitter les choses. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui vont dans des entreprises pour avoir de l'expérience et s'engager dans leur carrière. Pour dire, je vais aller dans une entreprise, avoir de l'expérience juste sur 3 ans. Mais ils ont surpris de faire 10 ans, 15 ans, voire 20 ans. Et parfois, ils se lèvent un matin, voient des cheveux blancs, ils disent, mais dis donc, j'ai toujours voulu dans ma vie être. Et ils deviennent de bons historiens de leur vie. Attention. Que les choses faciles ne vous séduisent pas. Vous rentrez dans une entreprise, il y a le salaire, on vous met peut-être directeur ou directrice. Ça vous amène rapidement à perdre de vue votre objectif. Quel est votre souci? Vous avez la rage ou bien vous avez, voilà le mot qui revient, vous avez le souci de montrer que vous êtes compétent. Et plus vous le faites, votre chef va vous propulser. Et en vous propulsant, vous oubliez votre objectif de base. Je suis venu dans cette entreprise pour faire 3 ans. Mais voilà que je suis en train de faire 7 ans, je suis en train de faire 8 ans. Finalement, un matin, vous devez avoir le courage de dire à votre chef qu'il accepte positivement ou négativement, son humeur vous intéresse très peu. Vous savez, parfois, il faut avoir le courage de trancher, quoi que cela va vous coûter. Vous dites, monsieur, je veux quitter, madame, je veux quitter. C'est vrai, comme on le disait un supérieur à moi très récemment, toute séparation est douloureuse. Oui. Mais il s'agit de mon avenir à moi, il s'agit de mon plan de carrière. Faites-le dans les règles de l'art. Hein. Si vous êtes dans le contrat, rachetez le contrat ou négociez à l'amiable. C'est pour ça. Ne vous levez pas. C'est pour ça que je dis, vous allez voir votre chef. Je ne dis pas que le chef soit là et reçoit subitement une lettre sur sa table. Vous allez le voir parce qu'il vous a fait confiance. Il a du crédit. Il vous considère. Donc, à partir de ce moment, vous devez associer votre chef dans votre carrière. Ce que je dis est difficile à entendre, mais pourtant je l'ai fait. Lorsque je vais vous dire quelque chose, jusqu'à présent, les formations que je donne à certains lieux, c'est un ancien employé qui m'oriente. Un ancien employeur que j'ai servi en tant que comptable, qui m'associe dans des jurys de recrutement, qui me recommande pour des conférences que je vais animer. Pourquoi? Parce que bien qu'étant mon supérieur, et inévitablement, il sait que là, je vais vouloir m'engager véritablement sur cette carrière de coaching, je vais quitter, mais pourtant je l'ai associé, je lui ai donné la considération qu'il faut, et aujourd'hui, il est pour moi un bon partenaire d'affaires. Donc ne vous mettez pas à dos vos anciens employeurs. Non, ah non, ça ne vous arrange en rien, parce que vous savez, l'être humain, Jean-Paul Sartre dira, nous sommes la somme de notre passé, de notre présent, de notre futur. Le passé vous suit. La preuve, à un moment donné, quand vous faites des études sur vous, ce sont les anciens employeurs qu'on cherche. On va vers les anciens employés pour faire des enquêtes de moralité. Donc, il ne va pas s'agir de dire, moi, je suis venu pour faire 3 ans et quitter comme un soldat ou bien comme un rebelle. Mais il faudrait préparer la psychologie de votre chef, de votre supérieur. Enfin, si vous ne le faites pas, vous serez lié. Si vous ne le faites pas, vous serez lié. Il y a des gens qui ont des opportunités pour voyager, mais à cause du travail ou bien à cause du lien fort qu'ils ont eu avec le chef, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu faire certains diplômes. Ils veulent faire le master, mais le chef dit l'année prochaine. L'année prochaine, mais ils n'ont jamais fait le master. Ils n'ont jamais fait leur licence parce qu'ils veulent tout au coup. Mais parfois, il faut montrer au chef, si tu me permets d'aller faire le master, je reviendrai mieux te servir. Et ainsi de suite. Voilà, on était sur les objectifs. Bon, on était sur les objectifs et je disais, il faut fixer des objectifs. Mais un objectif répond à des critères, notamment SMART. Il faut que l'objectif soit spécifique. L'atteinte des objectifs. Oui, pour que l'objectif soit réalisable, c'est-à-dire pour se donner de bons pronostics pour réaliser son objectif, il y a 4 choses spécifiques, mesurables, atteignables et temporelles. Et réalisables aussi. Smart, réalisable et temporel. Spécifique, vous savez, je ne veux pas être, il faut faire des petits pas pour en esprit de grand. Il faut faire des petits pas pour en esprit de grand. Il faut que je sois bon stagiaire pour espérer être un bon employé. Il faut que je sois un bon collaborateur pour espérer être un bon chef. Il faut que je sois un bon chef pour espérer être un bon directeur. Il faut avoir été un bon directeur pour espérer être un bon ministre, ainsi de suite. Donc, les petits pas, il faut se donner cet agréable devoir. Parfois, jonché de peine, bien sûr, mais de dire, c'est le chemin qu'il faut, c'est le prix à payer. L'apôtre Christ même a fait des stations avant d'être Seigneur.
Celle-là, ah là, je ne la voyais pas venir. Je ne l'ai pas du tout vu venir, celle-là. La prochaine question, c'est qu'il y a des personnes qui font des professions, mais n'ont pas forcément, je ne sais pas si c'est un manque d'objectifs, ou ne savent même pas que dans leur profession, des carrières ou bien des plans de carrière, des échelons existent à gravir. Oui, je vais vous dire quelque chose. On ne vient pas dans un métier de façon accidentelle. Vous savez, je vous donne un exemple. C'est comme, il est vrai, c'est comme vous avez un puits chez vous, mais vous n'avez pas la puisette, vous n'avez pas ce qu'il faut pour aller prendre l'eau. Donc vous avez une richesse dans votre maison, mais vous n'avez pas la corde, vous n'avez ni le récipient pour. Il faut aller chercher ça ailleurs. Donc je peux me permettre d'aller faire des jobs qui ne relèvent pas de ma passion. Parce que j'ai besoin, c'est juste temporaire. Donc c'est normal que ceux-là n'y trouvent aucun intérêt à y tracer un plan de carrière. Parce qu'il vient, peut-être juste pour un an, il a besoin de la puisette pour aller réaliser, pour aller puiser cette ressource qu'il a chez lui. Peut-être parce que mon père a une entreprise et il veut me mettre directeur marketing. Mais il dit à la base, je t'envoie chez un ami d'abord. Souffrez que lorsque cet enfant ou bien ce jeune viendra dans votre entreprise, qu'il ne soit pas lié, obstiné ou bien figé dans votre plan de carrière. Oui, ça c'est un exemple, oui, mais il y a des gens qui viennent, peut-être qu'ils ont commencé tôt. Ils ont eu un métier un peu tôt, ils ont commencé. Dans les débuts, même 3 ans après, ils ne voient pas où ils veulent aller en réalité. Ils font même 5 ans, 6 ans sans savoir que dans cette profession-là, il y a une carrière à construire, un plan de carrière à faire, etc. Ils sont comme ça. Nous sommes dans une vie où il n'y a pas de limite autre que ce qu'on se pose soi-même. Lorsqu'ils ne voient pas d'avenir, ils ne voient pas. C'est ce qu'ils ne voient pas. Est-ce qu'ils en sont conscients? En fait, c'est ça la prégunte. Ils ne le savent pas. Voilà. Ils ne le savent même pas. Ils ne le savent pas parce qu'ils n'ont pas pris le temps d'étudier. Ils n'ont pas adopté ce métier comme une carrière. Ils le font juste pour des besoins spécifiques, pour des besoins sporadiques. On verra ce que demain. On verra ce que demain ils se laissent m'amener. Or, Sénèque dira il y a un point de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Ce qui fait que quand ils sont là et on les gronde à la première heure, vous allez voir, les instants d'après, ils démissionnent parce qu'ils ne viennent pas avec une certaine motivation. Mais celui qui vient dans notre entreprise avec une certaine motivation, une conviction, sachant que j'en ai besoin pour construire un plan de carrière, vous n'avez pas créé celui à 8h et à 8h10, il va laisser une lettre de démission. Attention. Parce qu'il se dit, je ne suis pas venu pour ça et c'est pour un temps. Lorsque vous savez concilier ces deux phrases, je ne suis pas venu pour ça. Qu'est-ce que je mets dans ça? C'est un parce qu'il va créer sur moi que je vais démissionner. Ce n'est pas ce qui m'a amené. Et deuxième chose, je le fais pour un temps. Lorsque vous définissez le temps, vous donnez d'abord un courage pour dire, il me reste juste 2 ans. Je vais supporter ça pendant 3 ans. Et je reviens alors sur l'importance de délimiter son temps dans la vie. Son temps dans la vie, c'est formuler son plan de carrière en des objectifs atteignables, spécifiques, mesurables et temporaires. D'accord, oui. On va le laisser partir. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Il faut qu'il parte. Non, je n'ai pas d'autres questions. Seulement que j'aurais préféré qu'il reste encore sur le Ah oui, mais il a d'autres obligations. Hein. Vous pensez que je n'ai pas envie qu'il reste avec nous et monsieur Adjelé? C'est mon plaisir également. Voilà, mais d'autres engagements s'imposent à moi. Voilà, et d'autant plus qu'on a donné notre parole, il faut bien qu'on la respecte. Merci beaucoup, coach Vieira. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose que vous avez manqué de dire. Un mot de la fin, c'est faire une exhortation envers les jeunes qui me suivent. Vous savez, l'âge n'est pas une limite. L'âge n'est pas un frein. Tout ce que vous pouvez concevoir, vous pouvez le réaliser. Seulement, il faut être 3 choses. Et le chef de l'État partistan le dit tout le temps. Rigueur, méthode, discipline, ce sont les clés. Rigueur, méthode, discipline. Est-ce qu'il n'y a pas la volonté en plus? Lorsque la discipline, lorsque vous avez la discipline, c'est qu'il y a la volonté. Parce que la discipline, c'est pas venir à faire ce qu'on doit faire quand on doit le faire. Par contre, la volonté, tout qui ne veut pas être riche, tout le monde dira, vous prenez un jeu, non, je veux rouler, tout le monde veut. Mais il faut aller au-delà de la volonté. Il faut se donner, accepter un certain sacrifice, accepter une certaine peine, une certaine douleur. Et aller au-delà de ces limites. D'accord. Donc, pour conclure avec vous, quand sur toutes ces étapes dont on a parlé, c'est que le plan de carrière, il est concrètement établi. Il est concrètement établi et considérez chaque fois que la limite doit être supprimée. Il n'y a pas de limite. Si vous mettez des bornes, vous allez vous retrouver dans un enclos. Mais si vous supprimez les limites, vous allez voir que le monde est un ciel ouvert. D'accord. Merci beaucoup, coach. Je vous laisse partir. Et je continue avec M. Adjelé. Vous pouvez vous retirer, il n'y a pas de souci. Merci. Alors, M. Adjelé, voilà tout ce que coach nous a aidé à dire.
je lui demandais tout à l'heure comment atteindre les objectifs de carrière. Je crois qu'il a donné tout ce qu'il fallait pour atteindre les objectifs de carrière. Et ben, je pense particulièrement que la motivation, c'est quelque chose de très grand quand il s'agit d'une carrière. La motivation. Je dis la motivation parce que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, il y a des personnes qui exercent des métiers sans savoir vraiment ce pourquoi elles sont là, sans savoir vraiment ce qu'elles font. En réalité, on a tellement souffert que quand on a un travail, voilà, on s'y adonne et puis l'essentiel, c'est de gagner de l'argent et s'occuper de sa vie. Le reste importe peu. Il y a des personnes, c'est après qu'on leur dit, écoute, il y a telle personne qui n'est plus à tel niveau, mais comment il a fait? C'est-à-dire qu'il n'est même pas au courant du processus, il n'est même pas au courant de comment les choses se font. C'est-à-dire que pour atteindre les objectifs, je parlais au départ de la motivation, mais au-delà de la motivation, il faut un sacrifice. Et quand je parle de sacrifice, ce n'est pas un sacrifice au niveau juste du sacrifice, au sens du mot sacrifice comme ça. Je vais vous donner un exemple très simple. Oui. Lorsque vous prenez une décision de faire quelque chose, les résultats ne sont pas immédiats. Donc, il faudrait de la patience. Et lorsque vous faites le chemin de la patience, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, vous devez savoir garder vos oreilles fermées par rapport à un certain nombre de choses pour ne pas être découragé. Parce que quand vous commencez quelque chose, vous avez un objectif à atteindre, il y a des étapes à franchir. Vous ne commencez pas aujourd'hui pour devenir président de la République. Ce n'est pas tracé, par exemple. Vous ne commencez pas aujourd'hui pour devenir expert dans votre domaine. Il faut des sacrifices. À un moment donné, quelqu'un qui peut-être se prépare à devenir un chef d'entreprise, il a peut-être commencé dans la rue à vendre des chaussures. Les personnes qui vont la voir dans la rue en train de vendre des chaussures vont se moquer de cette personne-là. Ils vont dire, voilà, il est tombé bas, il ne faut pas le suivre, il ne sait pas ce qu'il veut dans sa vie, alors que vous avez vos objectifs. Le jugement est facile. Et lorsque vous vous concentrez sur les jugements, vous ne faites rien de bon. Ça fait que pour atteindre les objectifs, il faut savoir fermer ses oreilles aux jugements extérieurs. Ne pas écouter les bouches, ne pas écouter forcément les commentaires, mais être fixé sur l'objectif qu'on s'est fixé. Bon, excusez la répétition, mais être focalisé sur l'objectif qu'on s'est fixé. Et pour atteindre les objectifs, alors, je le disais, il faut quand même assez de rigueur. Il faut se donner. Je n'aime pas souvent utiliser les thèmes techniques, j'aime utiliser les thèmes très simples pour qu'on puisse se comprendre. Avant d'atteindre un objectif, au préalable, il faudrait que vous-même vous soyez préparé. Parlez un peu aux téléspectateurs, oui. Moi j'ai vraiment... Ok, d'accord. Bon, voilà, vous allez regarder un peu dans votre caméra, ce serait... Ok, d'accord. Oui. Je vais m'adapter. Attitude de villageois, je Non. Juste pour rire. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que lorsque vous commencez à faire quelque chose et que vous avez un objectif à atteindre, il faut vous donner les moyens de le faire. Et ces moyens dépendent véritablement de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez réaliser dans votre vie. C'est indispensable de pouvoir se dire, je vis d'abord pour moi-même, je vis d'abord pour mes objectifs, je vis pour atteindre des objectifs. Et quand on vit pour atteindre des objectifs, on réalise les choses selon des convictions qui viennent de soi. Ça fait que il n'y a pas une méthode spécifique pour atteindre les objectifs. C'est pas comme si, voici le b.a.-ba. C'est vrai, il y a des choses qui sont tracées, il y a des choses qui sont faites, il y a des livres qui existent, on dit, suivez telle étape et telle autre étape, vous allez réussir à faire ceci ou cela. Mais au-delà, il faudrait que cela vienne de soi-même. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est en quelque sorte un fruit qu'on veut cueillir sur un arbre. Il faut pouvoir se donner les moyens de le faire. Accepter d'être larisé à un moment donné et rester focalisé sur l'essentiel. Sinon, on va se moquer de vous, on vous dira des choses pour vous décourager et en fin de compte, vous ne parviendrez à rien faire de bien. D'accord. Merci beaucoup, M. Adjelé. Je vous en prie. Nadège, vous avez déjà établi votre plan de carrière? Je l'ai fait après mon bac. C'était quoi? C'était d'abord suivre une formation en administration du travail et de sécurité sociale. Ce que j'ai fait jusque-là, et après le master, j'ai pu me lancer dans une activité professionnelle que je continue dessus. C'est quoi votre plan? Dans 5 ans, vous voyez où vous? Dans 5 ans, je me vois peut-être plus à un poste de directrice générale. De quoi? D'une structure, par exemple. On ne sait jamais. Ah, vous avez dit administration et hygiène. Administration du travail, je peux me lancer dans le GRH.
peut-être prévoir ouvrir un cabinet ou pas, dans 5 ou 10 ans. Là, c'est quand vous commencez à dire ou pas, c'est que c'est pas encore clair. Non, le truc, c'est que il faut se donner les moyens, comme on se dit. Oui. Là, c'est déjà un rêve, c'est déjà un Moyen. plan. C'est mon plan de carrière, au fait. Il n'est Donc- pas clair. Votre plan n'est pas clair. D'accord, donc votre rêve à vous plutôt, c'est d'être directrice d'une... Avoir mon propre compte en GRH, un cabinet, pourquoi pas. En GRH, GRH. d'accord. Bon, vous n'avez pas toute la vie devant vous. La chemin va bientôt commencer à sortir, donc Tu comme, vas t'étonner dans 5 ou comme 10 ils ans. le disent, commencez tôt pour ne pas que la retraite vous surprenne. Allez, c'est juste pour vous taquiner. On va installer Habib Rodono qui lui est gestionnaire des ressources humaines. Ah ben vous pouvez aller faire un stage chez Habib. D'autant plus que lui, il a déjà son propre cabinet, il excelle en cela. Ben, il peut vous donner les astuces, pourquoi pas. Ben, cette émission elle est faite pour ça, hein, pour que vous puissiez avoir les rencontres, échanger avec nos invités, vous aussi téléspectateurs, pourquoi pas. Allez, on installe Habib Rodono, gestionnaire des ressources humaines, entrepreneur également par ailleurs, avec bien évidemment la Voix Populi qu'a réalisé Eric Zinkeneu. Alors, comment construire son plan de carrière? Déjà, il faut partir du principe que pour avoir un plan de carrière, il faut avoir une vision pour sa carrière. Il faut savoir la finalité de sa carrière. Avoir un plan de carrière, donc, c'est déjà savoir là où on veut aboutir. Quel est l'objectif qu'on veut atteindre pour sa carrière professionnelle? C'est la première étape, connaître la vision qu'on a pour sa carrière. Ensuite, il faut maintenant séquencer cette vision-là pour y aller step by step. Donc, étape par étape, par échelonnement. C'est-à-dire, par exemple, lorsque j'estime qu'à la fin de ma carrière, je veux être à un niveau de ministre de la République, je dois pouvoir séquencer et dire, OK, dans 5 ans, je veux être à telle étape, dans 10 ans, je veux être à telle étape, dans 15 ans, je veux être à telle étape. Il faut avoir un plan, il faut avoir un objectif. Et pour cela, on peut bel et bien anticiper sur son plan de carrière. Il est évident aujourd'hui pour nous que lorsque un jeune ou une personne entre dans une carrière, il peut construire cette carrière-là en allant bien sûr vers les métiers qui l'intéressent, en allant vers les postes qui l'intéressent et véritablement en se construisant une expertise autour de sa vision qu'il veut atteindre. On peut réviser un plan de carrière, puisque un plan de carrière, c'est un outil agile. Donc, il peut être à tout moment revu en fonction de ce qui arrive sur le terrain. Parce que, comme on le dit souvent, on peut avoir une planification. On peut vouloir atteindre un objectif dans 10 ans, mais ne pas pouvoir l'atteindre parce que tous les agrégats ne sont pas en place pour que vous puissiez l'atteindre. Et moi, je vous donne mon exemple. Il y a quelques années de cela, l'objectif, c'était de devenir expert comptable. Mais dans un premier temps, ça n'a pas marché parce qu'il y avait beaucoup d'autres agrégats. Je suis allé vers d'autres métiers. Et c'est bien après que j'ai eu l'opportunité de pouvoir réaliser ce rêve-là que j'avais. Ne regardons pas tout simplement ce que l'autre est en train de faire parce que c'est beau, c'est génial pour choisir un métier. Mais il faut se fouiller, il faut se connaître, il faut avoir un sentiment pour ce que l'on doit faire. Aujourd'hui, nous voyons des parents qui disent à leurs enfants, « Eh oui, mon garçon, ma fille, c'est ça que tu vas faire. » Je donne un petit exemple. Je connais un professeur d'université qui n'a que 2 enfants. Le premier est magistrat. Mais le second, après avoir décroché le BPC, dit que lui rentre dans la vie professionnelle, dans la vie active. Non, que lui ne continue plus avec les bancs, avec la craie. Vous savez ce qu'il a choisi de faire? Sculpteur. Il prend les bois, il fait les dessins et autres. C'est ça qu'il a choisi. Son papa a dit, moi en tant que professeur d'université, 2 enfants. Mais ça là, c'est pas un métier noble. On parti, on zatim là, on pas, on bloc botier, on bloc pète.
Ça c'est quoi ça? L'enfant dit, c'est ça, lui va faire. Vous savez que le papa a tout fait. Il a envoyé cet enfant à la brigade. On l'a tabassé. On a tout fait pour qu'il continue les études. Mais l'enfant dit, niet. Mais finalement, il a fui la maison. Et il est parti s'installer chez quelqu'un à Corvey, à côté ici. Mais le papa a passé par la radio un peu partout pour le chercher. Mais quand il est venu, quand il est revenu, le papa se posait la question de savoir parce qu'il est venu avec des connaissances terribles, des blancs, des cadres. Mais ceux-là sont venus avec lui. Et c'est avec cet enfant, ils ont réalisé un projet où il faut sculpter les bois et aller les vendre en Europe. Je te dis, en moins de 2 ans, 3 ans, l'enfant a cassé toute la maison de son papa et en a fait R+2 à Cotonou ici. Au moment où le magistrat n'a même pas pensé construire une case pour son papa. Il est en train de se chercher encore. Certes, il a sa maison. Mais tout ce que son petit frère a fait, il n'est pas arrivé à le faire. C'est parce que l'enfant a un plan pour son métier. Il sait que ça là, quand il va commencer, à un moment donné, il va se... Habib Rodonou, bonjour. Bonjour Madame Tobola. Comment vous allez ce matin? Très bien, merci. Merci de nous rejoindre. Plaisir partagé. Le rouge vertu. Je le taquine souvent, je l'appelle le sapeur. Ah oui, c'est ça, oui. Merci Madame Tobola. Allez, vous nous rejoignez. Monsieur Adjelé est toujours en place. On l'avait déjà commencé avec eux, comme vous le savez. Vous, votre angle qu'on voudrait aborder avec vous, c'est la gestion des carrières en entreprise, c'est-à-dire les outils existants, les opportunités également et les moyens pour y attendre. Mais en attendant, dites-moi déjà les outils de la gestion de carrière, Monsieur Rodon. Il existe plusieurs outils pour la gestion des carrières. Nous avons plusieurs outils. On ira peut-être de la plus basse échelle jusqu'à la grande échelle. Nous avons d'abord ce qu'on appelle les évaluations. L'évaluation est d'abord un véritable outil en ce qui concerne la gestion des plans de carrière dans une entreprise. Parce que lorsque vous n'évaluez pas votre personnel, vous ne saurez pas même de savoir comment est-ce qu'il faut faire ou comment est-ce qu'il faut anticiper sur une nomination, sur une promotion ou sur la gestion de sa carrière. En dehors de l'évaluation, vous avez ce qu'on appelle la formation. Et tout cela, c'est d'abord du ressort du directeur des ressources humaines ou du chef chargé du personnel au sein de votre entreprise ou peut-être de l'assistant RH. Il faut donc alors, en début de chaque année, établir un plan de formation, passer par chaque entité, demander à ce que le personnel puisse donc exprimer son besoin de formation. Quand il finit d'exprimer le besoin de formation, le directeur des ressources humaines ou bien le chargé du personnel voit est-ce que la formation que réellement notre collaborateur voudrait suivre, est-ce que cela est en adéquation avec le poste et le profil, aussi est-ce que c'est en adéquation avec les différents objectifs que nous voudrons atteindre au sein de notre entreprise. Si oui, donc alors on passe à... Sinon, c'est qu'on suit directement le plan de formation qui est retenu par le chef d'entreprise ou bien qui est peut-être retenu par le directeur des ressources humaines.
en dehors donc en dehors de l'évaluation de la formation, il y a ce qu'on appelle l'implication du personnel, l'implication de collaborateurs dans la réussite, dans la performance de votre entreprise. Lorsque vous êtes chef d'entreprise ou directeur des ressources humaines, vous êtes peut-être chef d'entité et vous ne permettez pas que votre employé, votre collaborateur soit impliqué dans la gestion de votre entreprise, soit impliqué dans les prises de décision. Autrement, vous ne pourrez vraiment pas définir un plan de carrière pour ce collaborateur, mais même pour votre employé. Et à part ça, maintenant, il y a ce qu'on appelle les différents outils qu'il faut, notamment par exemple le Sahari, les logiciels qu'il faut, qui permettent quand même d'accompagner donc l'atteinte de la description, l'élaboration, la mise en œuvre et maintenant le suivi du plan de carrière de votre entreprise. Il faut faire une distinction, bien sûr. Lorsqu'on parle du plan de carrière, il faut distinguer ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, d'accord, qui est différent de la gestion des emplois et du parcours professionnel. Lorsque vous êtes une multinationale, par exemple Bolloré, Sobibra, SBE, quand vous êtes une multinationale, vous êtes une firme, lorsqu'on parle du plan de carrière, on s'intéresse beaucoup plus à la GPEC qui veut dire la gestion prévisionnelle des emplois et puis des carrières. Parce que là, vous êtes une firme. Vous savez que chez vous, on va compter à partir de 100 jusqu'à 300 personnes, 500 personnes, 1000 personnes, 10 000 employés, 1 million d'employés. Donc, on parlera de la gestion prévisionnelle des emplois et puis des compétences ou des carrières. Mais lorsque vous êtes une PME, une PMI, vous êtes peut-être une SARL, vous êtes une entreprise où on n'a que 20 à 50 personnes, on ne parlera pas de la gestion prévisionnelle des emplois et des carrières, on parlera plutôt de la gestion des emplois et du parcours professionnel. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de la gestion des emplois et de parcours professionnel, ça permet réellement aux chefs d'entreprise, aux directeurs des ressources humaines de voir l'adéquation qu'il y a entre la formation et le poste ou l'emploi. D'accord. Il faut voir est-ce qu'il y a une adéquation entre la formation qu'il a reçue et le poste ou l'emploi qu'il est en train d'exercer au sein de votre entreprise. Je suppose que M. Inks a intégré l'entreprise Y avec un niveau licence par exemple, il a peut-être fait 3 ans, il a peut-être fait 3 ans à un poste de caissier ou assistant comptable et que avec l'évolution, vous avez trouvé qu'il est important pour vous de pouvoir un poste innovant, peut-être à un poste de directeur administratif financier ou à un poste de comptable. Et il faut forcément voir d'abord, est-ce qu'au sein de votre entreprise, il n'y a pas quelqu'un qui remplit ce critère, le profil, la compétence qui est définie. Et vous trouvez que effectivement, M. Inks, qui a intégré votre entreprise avec une licence en banque et finance ou en comptabilité ou audit de gestion, il a fait avec vous 4 ans, donc il a quand même accumulé assez d'expérience, son profil a augmenté. Donc du coup, c'est que vous établissez son plan de carrière et vous élaborez le plan de carrière, vous voyez ce qu'il y a vraiment une adéquation entre sa formation et le poste qu'il va bientôt occuper et vous le nommez donc alors, vous lui faites la promotion à ce poste de comptable ou ce poste d'assistant comptable ou ce poste de directeur administratif et financier. Ça, c'est ce qui se passe au sein des PME, au sein des PMI. Donc, on parle de ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des emplois et du parcours professionnel. Mais par contre, lorsque vous êtes dans une SA, une société anonyme, dans une firme, dans une multinationale, on parlera de la gestion prévisionnelle des emplois et puis des carrières. Ça veut dire, depuis que votre employé, votre collaborateur a intégré votre firme, a intégré votre SA, a intégré votre entreprise, votre multinationale, avec peut-être un niveau BTS, qu'est-ce qui a été fait? Là, maintenant, 5 ans, depuis l'entrée, parce que ça c'est le rôle, donc alors forcément du DRH, le rôle de l'assistant RH, le rôle peut-être du chef personnel, du directeur de la formation d'entreprise. Quand il a intégré votre entreprise, peut-être à un poste de conseiller, je suppose un poste de conseiller clientèle ou un poste de conseiller en assurance, avec un bac plus de un BTS. Et vous avez eu son dossier, vous avez examiné, vous avez établi pour lui un plan de carrière déjà, vous savez que dans 5 ans, vous l'imaginez occuper un poste de responsable relations clients, par exemple. Ou dans 5 ans, vous supposez peut-être qu'il pourra occuper un poste d'assistant responsable relations clients, ou dans 5 ans, il pourra peut-être occuper un poste de chargé relations clientèle, qui n'est plus conseiller clientèle. Qu'est-ce que vous faites en tant que DRH, en tant que chargé du personnel, en tant que responsable du personnel? Qu'est-ce que vous faites pour que ce plan de carrière que vous avez élaboré, vous avez établi, et que vous voulez mettre en œuvre puisse se concrétiser, se réaliser dans les 5 ans? N'oubliez pas que souvent, quand nous sommes dans les entretiens d'embauche, nous posons parfois certaines questions à ceux qui viennent aux candidats. On leur dit quel est votre projet professionnel, qu'est-ce que vous comptez faire dans 5 ans, dans 6 ans. Et malheureusement, nous rencontrons des candidats qui nous disent que dans 5 ans, je compte créer ma propre entreprise, dans 5 ans, je compte
être directeur de ma propre entreprise. Pourquoi malheureusement Malheureusement, il nous a demandé d'être des entrepreneurs, non? Oui, mais malheureusement parce que la vision de celui qui vous recrute, c'est que vous puissiez grandir avec la vision de l'entreprise. Si justement, s'il accompagne cet employé. Alors pourquoi ne pas se taire et pourquoi ne pas se taire ou bien pourquoi ne pas esquiver et dire dans 5 ans je souhaiterais grandir avec vous et occuper pourquoi pas une place de responsabilité au sein de votre entreprise. Que en même temps de décourager en même temps l'employeur pour lui dire je vais rester chez toi, tu vas me former, me nourrir, m'offrir. Bon, c'est pas que tu me nourris, tu vas me former, m'offrir le salaire, m'offrir des promotions et après 5 ans. Accompagner. Moi, je t'offre mes compétences. Et puis tu accompagnes ma carrière peut-être. Oui, mais par contre, pas le salaire là. Oui, mais par contre, cela paraît pour l'employeur un investissement improductif en ce sens qu'après 5 ans, vous imaginez qu'après 5 ans, cet employeur, il vous lâche, il vous quitte et puis il part. Ça, c'est une parenthèse. Je parle donc alors de la gestion prévisionnelle des emplois de compagnie. J'ai pris un exemple de celui qui a un BTS à un poste de conseiller clientèle. Oui. En tant que DRH ou en tant que chargé du personnel ou chef du personnel, je mets en place certaines astuces, des stratégies, des politiques de gestion du personnel qui permettent d'accompagner cet élément-là. 1 an, 2 ans, je l'évalue pour voir aujourd'hui quelles sont ses compétences, son émotivité, est-ce que ça a évolué, sa personnalité, est-ce que ça peut cadrer avec un poste en vue, un poste peut-être de responsable relations clients. 3 ans après, je l'envoie en formation, pourquoi pas. 4 ans après, je le mets peut-être sous un tuteur qui est un responsable au haut niveau. Il va travailler avec son responsable au haut niveau, travailler avec ce tuteur, parce que j'ai mon plan de carrière pour lui qui me dit qu'en 5 ans, je sais que je vais le muter à un poste de responsable relations clients ou à un poste peut-être de chargé relations clients. Donc le plan de carrière que j'ai établi pour lui, ce plan de carrière évolue et maintenant quand il atteint les 4 ans et demi, je lance un avis de recrutement au poste de responsable chargé relations clients ou au poste de chargé relations clientèle. Il va lui-même participer. Ce n'est pas parce que le plan de carrière est établi et que je sais qu'il doit être dans 5 ans responsable relations clients qu'en même temps, après les 5 ans, je l'ai évalué, c'est bon, et je le nomme. Non. Lui aussi, pendant que l'entreprise lance l'avis de recrutement, l'entreprise dit maintenant à ceux qui sont à l'interne, si vous êtes intéressés, nous avons lancé un avis de recrutement, si vous êtes intéressés, vous pouvez postuler. Vous postulez à l'interne pendant que le cabinet externe est en train de faire son travail pour recruter la bonne recrue, c'est-à-dire pour vous trouver la meilleure compétence à ce poste-là. Oui. Vous aussi, en tant que DRH, en même temps, c'est que vous savez que votre fille, la personne que vous êtes en train de former, d'évaluer pour suivre son plan de carrière, vous voyez, est-ce que la personne que le cabinet de recrutement vous propose, après bien sûr tout ce qu'on appelle processus de recrutement, test hypotechnique, et ça, vous voyez, est-ce que la personne que le cabinet de recrutement vous a proposé, est-ce que cette personne est meilleure que celui que vous avez formé pendant 5 ans et à qui vous avez déjà établi un plan de carrière au sein de votre entreprise? En fait, c'est comme ça que ça fonctionne auprès des grandes entreprises, des SA, voilà. Donc c'est un peu ça la différence. Oui, Nadège, vous avez des questions. Vous notez beaucoup, hein? On a encore quelques... Oui, on a encore du temps. J'ai une question. Ma question relève déjà la première prise de parole de M. Habib. C'est vrai qu'on a eu à parler de la formation, mais je voudrais savoir l'évaluation que vous évoquez. Qu'est-ce qu'elle regroupe en clair en GRH, l'évaluation? L'évaluation du personnel est un élément fondamental et indispensable pour la performance de votre entreprise, mais aussi pour l'efficience de votre équipe de travail. Alors, l'évaluation dont nous parlons, c'est ce test-là qui permet au chef service, au directeur des ressources humaines, de se rassurer d'une part qu'il y a une bonne adéquation entre le poste et le profil de son collaborateur, ou de permettre de savoir est-ce qu'il y a une amélioration de la performance de votre collaborateur. Si vous n'évaluez pas votre collaborateur, vous ne pouvez pas savoir est-ce qu'il atteint les objectifs. Vous ne pouvez pas savoir est-ce qu'il est performant à son poste de travail. Vous ne pouvez pas savoir est-ce qu'il y a réellement une adéquation entre le poste et le profil. Les cabinets de recrutement, leur apanage, c'est de recruter en fonction d'un certain nombre de critères et de mettre à votre disposition la bonne recrue. Mais une fois après l'intégration de la nouvelle recrue au sein de votre entreprise, en tant que DRH, en tant que chargé du personnel, vous avez en principe 1 an et demi, 2 ans pour maintenant évaluer la nouvelle recrue et voir est-ce que les objectifs sont atteints d'une part. Est-ce qu'il y a une amélioration de la performance d'autre part? Est-ce que l'adéquation entre le poste et le profil tient? Donc la formation fait partie en principe de l'élaboration de ce qu'on appelle le plan de carrière. Et lorsque nous parlons de plan de carrière, il faut distinguer
votre directeur des ressources humaines, votre chef du personnel ou l'assistant des ressources humaines, Oui. et il va vous faire un plan de carrière. C'est clair. Lui, il a son plan de carrière pour vous. À l'entrée dans... Pendant que, oui, bien sûr, Quand vous intégrez bien l'entreprise. sûr, votre plan de carrière commence depuis le jour où vous intégrez l'entreprise jusqu'à ce que vous sortez de l'entreprise. Le plan de carrière existe. C'est pas dans toutes les entreprises. Hein. En principe, cela devrait être dans toutes les entreprises en principe. Depuis l'entrée de votre collaborateur, DRH, chargé du personnel, assistant aux ressources humaines, votre rôle, c'est de commencer déjà par élaborer le plan de carrière pour cette nouvelle recrue. Parce que le jour viendra où vont se présenter des opportunités. Le jour viendra où va peut-être démissionner. Le jour viendra peut-être où vous allez peut-être créer un nouveau poste. Et vous allez peut-être vouloir le muter de ce poste-là, du poste qu'il occupait pour l'amener à un nouveau poste. Donc, si vous n'êtes pas capable, mais si vous ne lui établissez pas un plan de carrière, ça veut dire que vous n'assumez pas votre rôle. Maintenant, lorsque nous parlons du plan de carrière, il faut distinguer. Il y a le plan de carrière individuel et le plan de carrière collectif. Le plan de carrière collectif, c'est le fait que nous prenons par exemple le département commercial. Il se peut que nous sommes dans une salle, dans une salle, nous avons le département commercial, nous avons le département financier, nous avons le département communication, nous avons le département technique. Donc, lorsqu'on parle de plan de carrière collectif, c'est le fait que, par exemple, je prends le département commercial d'une banque ou le département commercial d'une entreprise. Je peux définir dans ce département commercial un plan de carrière collectif. C'est différent du plan de carrière individuel. Le plan de carrière collectif suppose que, bon, ils sont 5 en tant que peut-être commerciaux, et un seul directeur commercial, et un assistant commercial, et un développeur de vente. Mon plan de carrière collectif suppose que dans 3 ans, Oui. 3 commerciaux pourront être nommés chefs d'agence ou chargés de relations clients, ou pourront être mutés pour occuper une fonction dans une autre branche, une autre succursale, une autre agence que j'aurais créée. Ça, c'est un plan de carrière collectif. Mais par contre, le plan de carrière individuel, c'est le fait que je prends chaque commercial en tant qu'individu, en tant que collaborateur, ou que je prenne le directeur commercial en tant que collaborateur, que je prenne peut-être le superviseur de vente en tant que collaborateur, et lui, son plan de carrière est individuel, c'est propre à lui. C'est le rôle, c'est la panache, c'est le secret des responsables de ressources humaines, directeurs de ressources humaines, chargés du personnel. Parallèlement à ça, il y a une controverse. Pendant que le DRH est en train de faire un plan de carrière pour M. Y, le même M. Y a son propre plan de carrière dans son cœur qu'il ne va pas vous dire. Absolument. Et il réfléchit par rapport à son plan de carrière, il travaille son plan de carrière et peut-être qu'il sera le premier à surprendre son Oui, DRH en démissionnant ou en tout cas. En exigeant peut-être d'accéder à un poste parce qu'il a atteint un autre niveau ou a obtenu un autre diplôme. Oui, Monsieur Habib, il faut reconnaître que toutes les entreprises ou les responsables d'entreprise ne donnent pas la main au DRH de faire ce genre d'approche que vous avez donné. Dans ce cas, est-ce qu'il revient au DRH de quand même faire un plan de carrière pour son employé ou à l'employé même? C'est pas son employé. Bon, pour l'employé, voilà. Et ou à l'employé même, derrière son entrée dans l'entreprise, de savoir quel plan de carrière établit au fait pour à l'employé son ou à évolution. l'employeur. En fait, la base de sa question, c'est que dans certaines entreprises, la main n'est pas donnée au DRH de proposer des plans de carrière aux employés, fut-il collectif ou individuel, ce plan-là. Donc, dans ce cas-là, concrètement, qu'est-ce qui se fait? C'est une très bonne question. Il faut qu'on puisse répondre avec du tact. D'abord, lorsque les choses se présentent comme ça, le collaborateur devrait en principe lui-même commencer par établir son propre plan de carrière. Et il doit déjà savoir dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, quels sont les différents objectifs qu'il se fixe lui-même. Et je pense qu'après 3 ans, il a quand même la possibilité de revendiquer, mais quand même de manière courtoise, de s'approcher de son... Ça dépend de son efficacité. De son efficacité. De sa compétence. Et après, on parlera de l'efficience. Absolument. Mais je pense quand même qu'il doit avoir en principe lui-même tous les outils qu'il faut pour pouvoir quand même s'auto-évaluer, savoir comment ça évolue chez lui, pour pouvoir directement maintenant aller revendiquer, demander une promotion. Vous savez, lorsqu'on parle des étapes du plan de carrière, il ne faudrait pas oublier que la première étape du plan de carrière, c'est ce qu'on appelle l'auto-évaluation de vous-même. Oui, vous allez vous auto-évaluer. Et maintenant, quand on parle de l'auto-évaluation, c'est voir quelles sont vos qualités et quelles sont vos faiblesses. Après, il faut faire ce qu'on appelle l'analyse des compétences, voir votre émotivité, votre personnalité, quels sont les logiciels que vous maîtrisez, ci et ça. Et maintenant, vous allez sur ce qu'on appelle le déploiement de votre plan de carrière lui-même. Et la quatrième étape, c'est que vous donnez maintenant
ce qu'on appelle les deadlines, les délais. Vous pouvez vous dire, il faut que dans 6 mois, je peux maîtriser tel logiciel. Ça fait partie du plan de carrière. Il faut que dans 3 mois, si peut-être je veux occuper un poste de responsable relation client et que je suis timide, il faut que je puisse dépasser ce complexe d'infériorité. Il faut que je sois pour toi. Et si peut-être je n'ai pas le contact facile ou une aisance relationnelle ou rédactionnelle, il faut que je dise, dans 6 mois, je dois venir à cela. Et là, donc, alors, je n'attends pas mon patron, mon supérieur hiérarchique. Je dois forcément aller vers un cabinet, vers un coach, vers quelqu'un pour m'accompagner en développement personnel pour atteindre cet objectif-là. Donc, les entreprises qui ne vous donnent pas la main, qui ne donnent pas la main au DRH, ou qui ne donnent pas la main au chargé du personnel, ou qui ne donnent pas la main au directeur aux ressources humaines de faire un plan de carrière pour leur employé, je pense que ces entreprises perdent beaucoup. Ils perdent beaucoup. Ils perdent d'abord en termes de performance du personnel, ils perdent aussi en termes de l'efficience. Et tout finit par se casser. Parce que ça étouffe le DRH, ça étouffe le personnel, ça étouffe les collaborateurs et ça commence par murmurer. Et peut-être c'est le DRH même qui va peut-être cracher quelque part. Écoute, mais j'ai bien envie de faire ta promotion, de t'accompagner, mais je n'ai pas la main de le faire. Donc ça commence par murmurer, on commence par entendre dans les couloirs, par-ci, par-là. Et puis bon, quand vous ne donnez pas la main à un collaborateur, vous ne lui donnez pas l'autonomie d'exercer la raison pour laquelle vous l'avez recruté, de pouvoir accomplir son cahier de charge. L'autonomie également a ses limites. Absolument, absolument. L'autonomie a ses limites. Absolument. Donc, du coup, bon, on ne peut pas dire qu'on les comprend. Mais bon, l'idéal, peut-être, c'est de laisser l'autonomie et d'évaluer après. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, quand toutes ces opportunités-là existent dans l'entreprise, quels sont les moyens qui sont donnés aux employés pour accéder à ces opportunités-là, monsieur Odon? L'employeur dispose de ce qu'on appelle le plein pouvoir discrétionnaire d'offrir à ses collaborateurs un certain nombre de moyens pour pouvoir atteindre leurs différents objectifs. Et je pense que l'un des premiers moyens, c'est d'abord ce qu'on appelle la communication beaucoup plus aisée, la communication d'entreprise. Il faut mettre en place un système qui permet à votre collaborateur de pouvoir s'exprimer, de pouvoir, en fait, c'est qu'on puisse quand même sentir ce qu'on appelle l'accessibilité. C'est l'un des moyens qui permettent de pouvoir réaliser un plan de carrière, de pouvoir à votre collaborateur de s'auto-accomplir. C'est d'abord l'accessibilité. Si vous êtes patron, vous êtes DRH ou chargé du personnel, que vous n'avez pas ce qu'on appelle l'accessibilité, ce n'est pas possible. La deuxième des choses, c'est ce qu'on appelle les différentes offres de formation. Il faut un plan de formation et il faut un programme de formation. C'est deux choses différentes. Le plan de formation est différent du programme de formation. Le plan de formation, c'est de janvier jusqu'à décembre, peut-être les différentes formations que nous aurons à offrir au personnel partenaire des objectifs. Par contre, le programme de formation, c'est les différentes étapes sur un module de formation. Donc, il faut aussi offrir des formations à votre personnel. Et les formations que vous allez offrir à quelqu'un qui fait ressources humaines, ce n'est pas ces formations qu'il faut offrir à quelqu'un qui est en comptabilité, qui est DRH, ou bien qui est peut-être commercial, mais qui est peut-être superviseur de vente, qui est peut-être technicien. Donc, l'autre moyen qu'on peut offrir aux collaborateurs, c'est donc les différentes formations qu'il faut les offrir. Et après cela, il faut mettre en place un mécanisme d'auto-évaluation. Il faut leur permettre de s'auto-évaluer eux-mêmes. Il faut maintenant les évaluer. Il y a des mécanismes qu'on peut mettre en place pour permettre à un collaborateur de s'auto-évaluer. Et après, maintenant, pour évaluer maintenant le collaborateur lui-même. Et après cela, ne cachez pas les résultats de l'évaluation à vos collaborateurs. Parce que quand vous évaluez quelqu'un, c'est pour atteindre forcément un objectif. C'est pour lui montrer ses forces, lui montrer ses faiblesses, lui montrer ses limites. Et maintenant, comment corriger ses limites. Donc, il faut faire une restitution, il faut inviter le collaborateur. Si vous pensez qu'il y a des niveaux criards et que on ne peut peut-être pas exposer ce résultat du personnel du collaborateur qui a été évalué, s'il est en dessous de la moyenne, et que si vous pensez peut-être que si vous le dites devant tous les collaborateurs, ça va faire du mal, vous l'appelez à part et puis vous lui expliquez cela. Au besoin, vous le faites assister après par un tuteur de l'entreprise pour qu'il puisse quand même comprendre. Et quand vous finissez d'évaluer quelqu'un en même temps, en parlant du plan de carrière, ne dites pas parce qu'il n'a pas atteint le résultat, parce qu'il est en dessous de la moyenne, il faut le licencier, il faut le regarder. Non, pas du tout. Le code du travail ne permet pas cela. D'accord. Si vous licenciez quelqu'un et vous dites que je l'ai licencié pour insuffisance de résultat, attention. Lorsque l'inspection du travail, l'inspecteur du travail vient à vérifier et qu'il réalise que ce n'est pas une question d'insuffisance de travail, ça devient donc du coup ce qu'on appelle un licenciement abusif. Vous allez faire les frais de ça. Donc, vous évaluez.
Même quand c'est en dessous de la moyenne, vous ne renvoyez pas. Vous organisez une formation qu'on appelle renforcement de capacité. Vous sortez un cycle, une autre de ça, pour dire, on t'a évalué, c'est telle moyenne, mais on t'offre une formation, une chance pour renforcer tes capacités. Au terme de ce renforcement de capacité, nous t'offrons 1 an pour voir est-ce que tu seras à même de pouvoir. Et le plan de carrière continue. D'accord. Alors, Monsieur Adjelé, vous êtes toujours avec nous. Rassurez-vous, je ne vous ai pas oublié. C'était pour aborder tous ces aspects-là qui étaient nécessaires à ce qu'on avait déjà dit au départ. Maintenant, si on revient un peu à ce qu'on avait dit au début, on a dit que pour y arriver, il faudrait identifier, s'auto-évaluer son savoir-faire. Monsieur Habib l'a rappelé tout à l'heure. Ouais. Mais il y a des gens qui ont démarré une carrière, comme on l'avait dit toujours, sans avoir un plan. Mais ce dans quoi ils n'excellent pas concrètement, mais ils veulent continuer, ils n'excellent pas. Quelle est l'arme pour eux peut-être? L'arme, je dirais, c'est la formation. C'est la formation. En fait. Ils ont la formation, mais ils ne s'en sortent pas. J'avais précisé au départ que avant de s'engager dans un métier, avant de vouloir faire carrière dans quelque chose, il faut d'abord s'auto-analyser. Il faut se donner certaines compétences. Il faut voir dans quel domaine on est compétent ou autre. Et puis là, le talent intervient. N'oubliez pas qu'il y a quelques années, c'était les parents qui décidaient pour nous. Hein. Oui, en fait. C'est là quelques années, c'était les parents qui décidaient pour nous. Absolument, mais ça aussi, ça a eu des répercussions négatives sur la vie de nombre de personnes. Aujourd'hui, je pense qu'ils laissent un peu libre cours à... oui, ils ont commencé. Nous avons suivi le Vox Populi tout à l'heure où on expliquait que le jeune homme a décidé de faire de la sculpture. Oui. Son père est opposé jusqu'à l'amener à la brigade, etc. Mais il a excellé. Ça fait que aujourd'hui, je pense que les parents laissent un peu libre cours aux enfants pour choisir eux-mêmes leur carrière, ainsi de suite. Maintenant, lorsque la personne est formée et que dans son domaine, elle n'excelle pas, c'est que le choix est mal fait. Le choix est mal fait, c'est tout. Et c'est pour cela que je parlais de formation. Il faut des formations supplémentaires. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans des domaines, qui se sont retrouvées face à des difficultés. Et je dirais, dans toute carrière, dans toute activité, il y a forcément des challenges. Au quotidien, il y a des challenges. Et vous vous retrouvez face à des situations. Et face à cette situation, ce n'est pas forcément ce que vous avez appris à l'école qui vous permet de vous en sortir. Mais il y a aussi l'intuition. Il y a la disposition qu'on a soi-même à pouvoir se sortir d'affaires. Et là, ça devient un peu plus délicat. Donc, lorsque vous êtes dans une entreprise, vous avez une profession et que, à un moment donné, vous vous rendez compte que vous n'allez pas, ça n'excelle pas, vous ne vous en sortez pas du tout. Ce que vous faites alors, c'est de chercher des formations complémentaires. Cela pourrait aider. Parce que nul n'a la science infuse. Oui. Vous avez peut-être une connaissance, mais vous êtes limité. Et tout à l'heure, quelqu'un a dit qu'on ne finit jamais d'apprendre. Et si on se limite à ce qu'on a appris et qu'on veut seulement le résultat, juste pour gagner un salaire, on ne fera rien. C'est pour cela qu'il est indispensable que la personne aussi ait à un niveau personnel des défis à relever, des objectifs à atteindre. Et ce n'est pas parce que vous avez un poste que vous ne vous formez plus. Parce qu'il y a des formations complémentaires. Quelqu'un qui parle couramment anglais et qui sait qu'il est un traducteur, etc., ne manque cependant pas de se faire former ailleurs aussi parce qu'il se dit, il faut que je puisse atteindre un certain objectif, mettre la barre un peu plus haute et ainsi de suite. Donc lorsque vous commencez à travailler par exemple dans une entreprise et que les résultats ne sont pas bons, je vais piocher un peu dans l'intervention de M. Habib tout à l'heure, quand il disait que vous évaluez un collaborateur et que vous vous rendez compte que ses résultats sont négatifs et ses résultats sont en dessous de la moyenne, vous l'interpellez en aparté, vous lui parlez, etc., ainsi de suite. Lorsque vous voyez que ce genre de choses se présentent et que vous parlez à l'employé, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il abdique? Est-ce qu'il dit c'est terminé, je ne suis pas bon? Est-ce qu'il commence à se dire je ne peux plus y aller? Je parlais tout à l'heure d'avoir un mental de résistant. Vous allez forcément recevoir des critiques négatives. Et ça ne fait pas de vous forcément quelqu'un de mauvais. À un moment donné, peut-être que vous n'avez pas pris conscience de ce que vous avez besoin de vous performer un peu plus. Et ce n'est pas parce qu'on vous fait des critiques, ce n'est pas parce qu'on vous fait des reproches que vous êtes systématiquement mauvais. Mais vous pouvez encore vous relever et vous refaire. Et c'est en cela que le coach n'est plus ici. Mais tout à l'heure, il parlait d'une certaine rage. Oui, la rage de vaincre. Et oui, ce n'est pas parce qu'on vous a dit que vous n'êtes pas performant que alors vous lâchez prise. Il faut la rage, il faut l'envie de vaincre, il faut l'envie de se relever. Et en cela, ce qu'il faut faire, c'est des formations complémentaires. Il n'y a pas autre... Parce qu'en dehors des formations, je ne sais pas ce qu'on peut faire. D'autres, on ne peut pas improviser. Oui. Surtout pas. Alors, oui, je vais ajouter à ce qu'il a dit.
Lorsqu'il arrive des cas comme ça, vous trouvez que après la formation, après tout, Il y a une inadéquation il y a qui ne s'explique pas. qui ne s'explique pas. Vous avez aussi quand même une avalanche de solutions dans lesquelles on peut aussi citer cela, la reconversion professionnelle. Simplement. Vous pensez à ce qu'on appelle la reconversion Mais professionnelle. là, c'est plus l'entreprise qui l'offre. Non, ce n'est plus l'entreprise qui l'offre, c'est vous-même qui vous offrez cette opportunité de reconversion professionnelle. Et vous allez voir, quand vous analysez, quand vous réfléchissez, quand vous faites une auto-évaluation, vous finissez par découvrir certainement quel type, quel genre de reconversion professionnelle vous pouvez faire. Et quand vous allez dans cette reconversion professionnelle, 2 ans, 3 ans, vous finissez par vous en sortir parce que là, c'est vous qui avez décidé, vous êtes reconverti, vous devenez plus épanoui, vous avez du goût, du plaisir à vous engager dans une nouvelle fonction. N'oubliez pas que quand on parle de carrière, la carrière c'est un métier, c'est une profession, c'est une vie, c'est un sacerdoce à laquelle on se dévoue, on se consacre. Et ce n'est pas la fin du monde. Si par exemple, si vous prenez par exemple, la carrière des enseignants, par exemple, vous voyez que après 4 ans, 5 ans, je ne m'en sors pas, en dépit des formations, si, c'est ça, vous avez quand même la possibilité de faire ce qu'on appelle la reconversion professionnelle. Vous pouvez peut-être vous reconvertir en communication, en communicateur, vous pouvez peut-être vous reconvertir en ci, en ça. Et c'est vous qui avez décidé, vous allez à l'école de la reconversion professionnelle, vous avez du plaisir, vous avez de l'enthousiasme, vous êtes épanoui dans ce que vous faites. Et puis c'est parti. Et vous vous en sortez très facilement. D'accord. Est-ce que cette reconversion... Oui, vous allez parler tout à l'heure. Regardez, avant que moi j'oublie la mienne. Est-ce que cette reconversion-là ne se fait que quand on est défaillant dans son domaine de formation? Ou bien on peut le faire quand peut-être vous êtes un comptable, mais vous avez à un moment donné, vous êtes fatigué de faire de la comptabilité, vous voyez peut-être les communicants faire vous avez envie de faire dans cette reconversion-là. Si par exemple, vous êtes dans la fonction publique et vous avez cette possibilité-là, est-ce que on y va? Bien sûr, la reconversion professionnelle n'est pas forcément à intervenir, Madame Toboula, quand on est défaillant ou quand on sent qu'on est proche à prendre par le large et à être licencié. La reconversion professionnelle peut intervenir à tout moment de votre carrière professionnelle. Quand vous découvrez quelqu'un qui fait quelque chose qui vous plaît, par exemple, et vous pensez que vous pouvez vous trouver bien dedans, vous pouvez vous reconvertir professionnellement. Ça ne veut pas dire que vous supprimez bien, vous coupez court avec ce que vous êtes en train de faire. Quand vous réalisez, par exemple, que vous commencez par avoir de la passion pour un métier, ou quand peut-être vous êtes fatigué de la routine, de la monotonie de ce qui se passe dans votre entreprise, surtout vous n'apprenez plus rien. La porte de la reconversion professionnelle vous êtes ouverte. Oui, c'est Adjili. Oui, après les interventions, j'ai eu à cœur de mettre l'accent sur quelque chose de très important. C'est que aujourd'hui, les gens sont accrochés à des titres. C'est-à-dire que je voudrais qu'on dise que je suis un expert en ceci. Je suis avocat, je suis magistrat. Et pour cela, ils ne lâchent pas prise. Donc même quand il se trouve dans un domaine et qu'il voit qu'il n'excelle pas dans le domaine, il ne veut pas lâcher prise pour se reconvertir. Alors qu'ils sont mieux dans un certain domaine autre que celui dans lequel ils se trouvent actuellement. Ils ne veulent pas lâcher prise juste à cause de cette envie d'être ceci ou d'être cela. Et cela, c'est le piège d'un certain nombre de personnes. Moi, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. J'ai conduit des projets littéraires à un moment donné. J'ai fait la mise en scène au théâtre et puis tout parce que je suis un homme de lettres. Après, j'ai d'autres aptitudes, etc. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que j'ai des objectifs. Aujourd'hui, on m'a dit, bon, vous m'avez posé la question au départ, qu'est-ce qu'un prophète, ainsi de suite. C'est quelque chose auquel je me suis opposé. Je n'aime pas ça. Quoi? La question ou bien l'activité? Non, pas la question, l'activité. Ah, d'accord. Et à un moment donné, les gens vous disent, voici ce qui doit être, mais vous n'acceptez pas forcément. Et vous vous opposez. Vous n'acceptez pas le fait, vous persévérez ailleurs, ainsi de suite, mais vous avez plutôt beaucoup plus de talent dans ce domaine. À un moment donné, il faut lâcher prise. Et lâcher prise, ça amène beaucoup de comment dirais-je, je vais parler de critiques, je vais parler de gens qui vont vous dire que vous êtes un incapable, vous êtes ceci, vous êtes cela, ainsi de suite, parce qu'ils ne savent pas dans quelle dimension vous êtes et ce que vous voulez faire. Donc aujourd'hui, on voit de nombreuses personnes qui aimeraient se faire appeler experts comptables. C'est une ambition aussi quand même. Mais bien sûr. J'ai une ambition. Oui, mais le truc c'est qu'ils restent accrochés à des choses. Et ils ne veulent pas lâcher prise. Et ils savent bien qu'ils ne sont pas performants dans le domaine, mais ils forcent. Ils veulent rester là. Alors la reconversion devient hyper difficile et ça devient suicidaire en quelque sorte parce que
vous perdez du temps, Oui, surtout vous ça. vous tuez et vous ne Surtout faites plus ça. rien de bon. D'accord. Alors, Habib, vous avez parlé tout à l'heure de la formation. Certaines entreprises accompagnent, mais pour ceux-là qui sont dans des entreprises où on n'accompagne pas, que tout est personnel en réalité. On ne vous accompagne pas dans votre plan de carrière, on ne vous accompagne pas dans l'information, on ne vous accompagne dans rien. C'est des choses qui se passent et on les vit au quotidien dans certaines entreprises qui nous vont peut-être pas offrir la chance aux collaborateurs. Ah, mais de si se c'est comme ça, si c'est le former. collaborateur qui pense à tout, la culture d'entreprise sera difficile à partager. Hein. Certes difficile, mais par contre que ce collaborateur n'oublie pas qu'il se fait du bien lui-même, parce que quand va surgir une opportunité, un avis de recrutement ailleurs et qui va quand même présenter tous ces acquis, ces expériences, je pense que ce serait en sa part, ce serait à son avantage. Voilà. Donc, il ne fait pas du tout à se faire former lui-même. Et moi, je peux même encourager ces téléspectateurs, en fait, tous ceux qui sont en train de travailler dans une entreprise, n'attendez pas forcément tout du patron, tout de l'entreprise, vous formez vous-même, c'est à votre actif. Le jour que l'opportunité viendra et qu'on devra par exemple avoir 5 ans d'expérience dans tel domaine, avoir tel profil, écoutez. Vous saurez que vous êtes dedans. Absolument. Oui, Nadège, vous voulez ajouter quelque chose? Non, il a répondu à ma question. Parce que mon souci était tout à l'heure, il a parlé de formation dans chaque domaine en entreprise. Au cas où l'entreprise ne se voit pas donner tant de moyens pour former dans chaque domaine et qui veut faire une formation collective, et qu'il va par exemple prendre un GRH pour une formation collective. Forcément, ça sert quelque part à toute entreprise dans le domaine. Absolument, absolument. Seulement que ça a de limites, parce que la formation que fera le DRH serait une formation d'ordre beaucoup plus général, ou bien peut-être une formation dans son propre domaine. Ça peut être des formations en termes de gestion de stress, communication interne d'entreprise, ci et ça. Mais il faut remercier quand même le chef de l'État qui a fait quelque chose de très important depuis son arrivée. Il y a ce qu'on appelle l'accompagnement des PME en termes de formation. Il existe aujourd'hui assez de centres agréés par l'État qui permettent d'accompagner toute entreprise qui veut donner de la formation à son personnel. Il y a par exemple le FODEPCA qui est là. Quand vous partez par exemple au FODEPCA, et vous déposez votre projet de formation, lui-même recense des entreprises, des cabinets de formation, on fait un budget, vous allez peut-être payer la moitié du budget ou le cas, et puis vous aurez la formation. Il faut que les chefs d'entreprise aillent se renseigner pour voir quelles sont les dispositions que le législateur d'abord et que maintenant l'État, l'administration centrale a mis au profit des entreprises, des PME, des PMI, ils n'ont qu'à aller à la CCIB. Il y a assez d'opportunités aujourd'hui qui permettent d'accompagner les entreprises dans le cadre de la formation de leur personnel. Ça existe. Merci Habib. Monsieur Adjeli, mais avant de partir, j'ai une dernière question. La carrière ne se construit-elle alors que quand on est efficace? C'est pas une colle. Monsieur Adjeli, oui, lancez-vous. J'ai bien envie d'un oui ou d'un non, mais ça va être délicat, ce oui ou non. Oui, ça va être délicat, parce que c'est pas de cela qu'il s'agit. C'est pour cela que je repars encore au début, je dis que le choix de carrière est délicat. C'est au départ que tout se joue. Si vous faites un mauvais choix, vous l'assumez jusqu'au bout. Soit la reconversion est là pour vous repêcher et vous allez pouvoir vous relancer. Et en cela, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de moment où il faut se reconvertir. Quand on sent que ça ne va pas, il faut lâcher prise et passer à autre chose. Parce que c'est souvent difficile de poursuivre une carrière du début jusqu'à la fin. En fait, c'est un peu aisé quand c'est l'État qui recrute, parce qu'on sait qu'on fait les mêmes choses, on continue. Mais en matière d'entreprise, d'entrepreneuriat, c'est un peu délicat. Et si vous permettez, j'aimerais dire une chose. Lorsque vous vous engagez dans une entreprise, sachez que vous travaillez pour votre employeur et que lui ne va jamais vouloir que vous excelliez outre mesure, que vous le quittiez si vous êtes performant. À un moment donné, il faut avoir son plan personnel et pouvoir oser. J'appelle à une petite rébellion encore en ce sens, si on veut vraiment s'en sortir, puisqu'il nous enseigne l'entrepreneuriat, mais il ne nous enseigne pas à prendre des risques de les quitter. Oui, Habib, vous avez la parole. Le fil de ce qu'il avait dit, papa. On vous donne du temps? Non, c'est bon, ça peut aller. C'est là, déjà? Oui, c'est là. Avant que ça ne rebatte. C'est là. En fait, j'allais ajouter à ce que a dit notre cher ami que le plan de carrière n'intervient pas seulement quand on est dans une entreprise ou quand vous voulez travailler. Le plan de carrière intervient à tout moment, même dans les études. Le plan de carrière intervient. Et ça vous permet de savoir déjà quelle école il faut choisir,
quelle formation il faut faire, quel logiciel il faut déjà commencer par apprendre, par maîtriser, avant d'avoir peut-être votre licence, votre BTS, votre master. Le plan de carrière peut intervenir aussi quand déjà vous êtes à vous, venez de postuler un avis de recrutement et que vous êtes tombé sur un autre avis de recrutement qui est plus intéressant. Donc, le plan de carrière intervient partout. Ce n'est pas seulement quand on veut travailler, mais quand on travaille déjà, qu'intervient le plan de carrière. Et il y a quand même de l'ingéniosité en Occident, vous allez voir. L'enfant déjà depuis 5 ans, on le suit déjà. Les parents lui définissent un plan de carrière, mais quand il grandit, lui-même prend la gouvernance de son plan de carrière personnalisé ou individualisé. Bon, dernière question. Nadège, très rapidement, on n'a plus le temps. D'accord, la question est posée pour nos deux interlocuteurs, c'est devons-nous assimiler le plan de carrière à un plan de vie? Qui fera? Monsieur Adjelé, allez-y. Je dirais qu'on peut assimiler le plan de carrière à un plan de vie, en ce sens que lorsque nous parlons de plan de vie, lorsque nous parlons de la vie, c'est beaucoup de paramètres, beaucoup de domaines, et ainsi de suite. Le plan de carrière, c'est une question beaucoup plus organisationnelle pour réussir sa vie. Donc les deux sont plus ou moins indissociables. Et en tout domaine, il faut un plan de carrière, il faut pouvoir avoir un objectif à atteindre et ainsi de suite. Donc je pense qu'on peut quand même assimiler plus ou moins. Oui, donc c'est un oui mais. Oui, c'est cela. Oui, Amine. Le plan de carrière, c'est... Professionnel? Non, en fait. Le plan de carrière, quand on s'en tient, c'est que c'est l'ensemble des états de la vie du salarié dans une entreprise. Mais il y a quand même une relation étroite, une complémentarité entre le plan de carrière et professionnel et le plan de vie. On ne peut pas les dissocier. Par exemple, lorsque vient le mariage, par exemple, lorsque viennent des enfants, par exemple, vous imaginez que le plan de carrière que vous avez établi, il peut chevaucher, ça peut basculer, il peut avoir une forme de déséquilibre. On doit prévoir ça dans le plan de carrière. Oui, forcément, il faut le prévoir. On ne peut pas dissocier, mais il faut faire attention pour que le plan de carrière n'ait pas une force, un pouvoir sur le plan de vie. Parce qu'après tout, le travail peut vous quitter, mais votre vie doit vous rester. C'est très important. D'accord. Merci. Habib, merci, monsieur Adjelé. Je rappelle que vous êtes enseignant des lettres et également prophète par ailleurs, les dimanches, certainement. Tout le temps. Tout le temps. Vous êtes prophète tout le temps. On a quelqu'un à qui Dieu parle tout le temps. Donc voilà, on peut bénir l'Éternel en son nom. Allez, monsieur Rodonou, merci. Nadège, merci. Mesdames et messieurs, merci également à vous de nous avoir suivis. Très belle journée à tous et à demain.